Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode hebdomadaire, l'épisode actu, le Restons Connectés numéro 90. Un chiffre rond, ça fait 10 épisodes que c'était pas arrivé, hein, donc il faut le notifier, hein, il fallait qu'on le dise. Donc l'épisode 90, cette semaine, pas mal d'infos puisque quand on regarde bien, ça fait pas une semaine, mais plutôt 10 jours qu'on a enregistré le dernier, puisqu'on avait été décalé, on l'avait fait en début de semaine, donc forcément on l'a pas fait en fin de semaine, donc forcément ça a décalé un petit peu les informations, mais c'est pas grave, parce que comme ça nous donne de la matière pour parler. On va parler du film de Cyril Gane, on va parler de Geji qui menace l'UFC, on va parler une nouvelle fois de John Jones, suite de l'épisode du feuilleton de la telenovela John Jones. On va parler de Ben Askren, on va parler de Dricus du Plessis, enfin voilà, de l'UFC Paris. Il y a plein de choses à dire. Mais avant ça, et cette fois-ci, je n'oublierai pas, notre sponsor du moment, Import Fight. Donc ce site de matériel de sport, de textile, de matériel de boxe, MMA, grappling, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, donc Corner, Primo, Hit and Move, des marques qui sont de qualité, puisqu'elles sponsorisent en plus des grands noms de l'UFC, notamment Alex Pereira, notamment Belal Mohamed, ou alors d'autres horizons, comme Anthony Pettis. Donc voilà, si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, ça se passe directement sur le lien qui est en description, avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et voilà, on entame le podcast et on entame l'atout. Donc, on commence avec une petite suite de dossiers, puisque en plus de ça, t'as pas pu toi t'exprimer sur cette UFC là, puisque c'est le récap, je l'avais fait tout seul, mais sur la suite pour O'Malley, parce que c'est vraiment ça c'est un sujet pour tout vous dire en fait. Pourquoi on parle de ça? C'est un sujet dont on a discuté en off, parce qu'on se pose certaines questions, donc c'était l'occasion de passer du off au on. Et d'en parler avec vous. Donc O'Malley qui s'est incliné par soumission, pardon. C'est tellement rare que Merab fasse une soumission que c'est pour ça que je me trompe. À l'UFC 316, et on se pose des questions sur son avenir. Pourquoi? Parce que en fait dans ses déclarations, il y a des petites choses qui sèment le doute. Alors dans ses déclarations à chaud. Après ça s'est un peu temporisé. Mais toujours, faut toujours se méfier des déclarations à chaud. Exactement. Il disait, j'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça, malheureusement c'est arrivé. Merab est un vrai dur à cuire. Je voudrais profiter de cet instant pour remercier ceux qui sont venus. Si vous n'aviez jamais été là, rien n'aurait été possible. Je suis super reconnaissant. J'ai un deuxième enfant j'ai un enfant de 2 semaines et un autre de 4 ans. Et une femme parfaite à la maison. Je suis excité de rentrer, de passer du temps avec eux, quand même. Dvalishvili est un vrai dur à cuire. Donc ça c'est la première. Tu nous as perturbé là. Je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, ton écran est complètement tourné. Je sais pas à quoi te toucher, mais pardon. Fais une parenthèse, mais voilà. Non, c'est bon. Tu es de retour. Donc ça, c'est sa déclaration qu'il a fait en sortie de combat, on va dire. Et après, par la suite, il a dit d'autres choses. Il a dit, je ne suis pas triste du tout. Je me sens toujours très heureux. Je suis un peu déçu du résultat. Je me sens frustré. Mais il n'y a pas de tristesse en moi. Je ferme les yeux et je vois des choses. Je me dis que j'aurais pu faire ceci ou cela. Bon, ça, on sait très bien. Après les combats, souvent les combattants le disent, puisque c'est vrai que tu refais le film dans ta tête. Mais il n'y a rien que je ne puisse faire pour le moment. Pour des questions, pas question de me laisser emporter par une spirale négative. En gros, il vise potentiellement un retour en décembre, mais parce qu'il veut laisser le temps aussi à la catégorie d'évoluer et de voir comment tout se dessine pour pouvoir justement voir où l'UFC le mènera, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Écoute, sa situation, elle est quand même assez compliquée. Surtout, bon, ça arrivait plein de fois, ce cas de figure où t'es battu par le champion 2 fois. Donc tu sais d'office que, surtout que là, on l'a vu dans le combat, hein, je pense que s'ils refont le match encore et encore et encore, le résultat sera identique. Mais Merab, il est juste au-dessus. Donc ça t'enlève tout espoir de reprendre la ceinture. Derrière, les combats en plus que tu vas prendre derrière sont aussi potentiellement ultra dangereux pour toi. Tu vois, c'est même pas dit que
qu'il y ait le champion, que toi tu sois juste en dessous, une sorte de gatekeeper jusqu'au champion et que tu restes là et que tu te contentes de ça, c'est même pas dit parce que les mecs en dessous, c'est que des problèmes. Donc la situation d'Omal, elle est pas évidente là. En plus, physiquement, s'il y a toujours cette question quand t'es un peu bloqué dans ta KT de est-ce que je change de KT ou pas? O'Malley, clairement, sur son physique, on voit qu'il peut pas monter. Ça serait une grosse erreur de monter. Il est beaucoup trop fin. Ça, c'est pas sa morphologie, la KT du dessus, c'est pas possible. Donc c'est compliqué. Ouais, la KT du dessus c'est compliqué, d'autant plus que qu'il y a il y a quand même des lutteurs, hein. Enfin, tu vois, des gens qui sont bons en lutte. Alors, enfin, quand je dis des lutteurs, il y en a pas tant que ça non plus, mais tu vois, s'il combat, il va combattre assez haut. Diego Lopez très bon au sol, tu vois, qui peut être létal, très grosse allonge. Yair Rodriguez, combat intéressant quand même. Yair Rodriguez, combat intéressant. Tu vois, par exemple, si jamais il venait de Ça, changer de ouais. KT, C'est vrai qu'en termes ça de c'est un combat match-up, qui me parle. ça serait même peut-être le combat le plus simple à prendre sur le papier pour O'Malley. En tout cas, le plus équilibré. Ouais. Donc c'est possible. Mosvar, c'est très gros lutteur, donc on risque de se retrouver dans cette même configuration qu'il a eu contre Merab. C'est vrai que quand tu regardes comme ça, alors sinon c'est faire une revanche contre Aljamain Sterling, mais c'est pareil, un Ça, Aljamain c'est un, Sterling bah, beaucoup plus ouais. plein, tu vois. Ça reste quand même assez compliqué. Maintenant, c'est vrai que même dans sa catégorie, bah alors les gens le voient soit faire une revanche contre Petroyan. Bon, Petroyan il est booké. Je pense pas que de toute façon, vu comment l'UFC dessine la carrière de Petroyan, j'ai pas l'impression qu'on reverra ce combat. Oumar Nurmagomedov, Bourbier, Bourbier, grave. Bourbier. Donc Cory Sandhagen, c'est le prochain pour le titre. C'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'après tu descends beaucoup plus bas, tu vois, et ça c'est aussi le risque, parce que si tu perds plus bas, c'est compliqué. Bon, par contre, tu vois, un Song Yadong, tu vois, pour moi, c'est largement faisable. Après, quand tu passes justement au-delà du top 5, franchement, ça va. Marlon Vera, il l'a déjà battu. Davison Figueiredo, je pense que il y a match. Rob Font, pareil. Song Yadong, pareil. Mais là, ça fait descendre beaucoup plus bas. Mario Bautista, Petit Bourbier, qui est en train de monter aussi. Là, pour le coup, Ouais, mais on a vu. Assez complet. quel intérêt de l'UFC de mettre Bautista contre O'Malley? Il y en a absolument aucun. Et ben on est d'accord. Et en fait c'est là où il y a tout le problème. C'est-à-dire que les gens qui ont un intérêt justement pour combattre contre lui, c'est des gens qui potentiellement ont le blueprint pour le battre, tu vois. Le seul combat où ça aurait pu être intéressant véritablement aussi dans quelqu'un de bien classé, c'était Sandhagen. Mais Sandhagen, voilà, il va être booké avec Merab. Tu vois, tu m'aurais dit un Sandhagen contre lui, contre O'Malley, je me dis ouais, c'est pas mal. Le combat il est pas mal. Tu vois, il y a match entre les deux. Tu vois, il y a de l'incertitude. Ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, tout mec qui strike, il y a forcément de l'incertitude contre O'Malley. Mais tu me dis ça, mais un Oumar qui peut rester plus longtemps debout, tu vois, par rapport à un Merab qui boxe juste pour lutter, tu vois. Potentiellement il y a match. Maintenant, si en termes de game plan, je le vois pas potentiellement essayer de rester et d'insister sur de la boxe. Il va plutôt mettre en place son sol, enfin sa lutte et son sol, et avec en sachant que quoi qu'il arrive, le sol de Oumar est bien meilleur que celui de Merab. Alors oui, là il y a eu soumission effectivement, mais dans les faits, le sol d'Oumar Nurmagomedov, il est bien meilleur. Donc la soumission pourrait potentiellement arriver même plus vite, tu vois, dans le Ouais, fight. ouais, ouais. Donc ouais, non, c'est compliqué, hein. C'est compliqué la suite pour lui. C'est pour ça qu'on se posait la question, toi et moi, à l'extérieur, quoi. Surtout quand avec sa première déclaration, c'était est-ce il aura encore la motivation? Alors visiblement, il a l'air de l'avoir, mais de durer en fait dans la discipline. Quand tu sais que de toute façon, ses sources de revenus sont plus grandes à l'extérieur que dans la cage, qu'il a pas de problème là-dessus, qu'il a pas de problème financier. Lui, il ne reste pas pour le côté financier, mais pour le côté plutôt sportif, tu vois. On peut se poser la question, est-ce qu'il va rester, en fait, à l'UFC, sur le long terme? La question, on se la posait déjà. Moi, je sentais depuis un moment que c'est le genre de combattant qui peut partir du jour au lendemain. Jusque-là, tout lui réussissait, donc il n'y avait pas de raison de partir. Maintenant, là, on va voir. On va voir, parce que comme tu l'as dit, ses revenus de Twitch et sûrement d'autres choses, maintenant qu'il est devenu champion et qu'il a en plus... c'est une star au Malais, donc il doit avoir d'autres contrats, des sponsors, des choses comme ça, qui font que je pense qu'il a pris suffisamment d'argent
il continuera d'en prendre même après sa carrière. Donc quand t'es dans ce cas de figure, difficile de se remotiver, surtout quand ton but ultime, comme tout mec qui a goûté à la ceinture, je pense, hein, bah, c'est d'être champion. En fait, une fois que t'as été champion, c'est difficile de renoncer à ce statut-là. Tu vois, il y a des mecs qui vont rester toute leur carrière dans le top 10, ils seront jamais champions, mais pour eux, c'est la norme. Voilà, ils vont faire toute leur carrière sans se démotiver parce qu'ils seront jamais champions, mais ils vont rester dans le top 10. Voilà. Mais quand tu as été champion, quand tu as été le meilleur, c'est dur de regarder en arrière. Ah, surtout avec un O'Malley qui avait toujours dit qu'il resterait très bas jusqu'à ce qu'on lui donne véritablement sa chance, et en termes d'adversité et en termes financiers aussi, hein, parce qu'il y a ça aussi. Il y a qu'à ce moment-là qu'il grimperait en fait les échelons pour arriver au titre. Donc si en termes d'adversité, bah il y a rien de spécial, c'est-à-dire qu'ils le font descendre plus bas parce que les projets sont différents, tu sais, pour l'UFC par rapport à lui. Même si je pense qu'ils vont continuer, tu sais, à le vendre et à le survendre parce que c'est quand même une célébrité, une star de l'organisation. Mais en tout cas, et si, bien sûr, il descend trop bas dans le classement et que le côté financier, bah, se réduit, c'est là, en fait, où je me dis que si tu coches plus ces deux cases-là, bah, c'est fini, quoi. C'est fini, il ne restera pas. Maintenant, je pense sincèrement qu'ils vont lui mettre Oumar pour le prochain, quand même. C'est vraiment le seul fight, là, tu sais, quand je regarde le classement, le ranking, c'est le seul fight que je vois honnêtement faisable. Je pense aussi, ouais. Et qui aurait de l'intérêt. Donc voilà, après il pourrait peut-être créer la surprise, hein. Mais j'ai hâte de voir si jamais il y a des fêtes, de voir ses déclarations et de voir en fait si oui il veut continuer à combattre ou si derrière Moi, je voilà pense il voit sincèrement vraiment que toutes ses chances s'évanouir quoi. je pense que s'il affronte Omar, et comme tu dis, c'est le combat qui a le plus de sens finalement, s'il perd contre Omar, c'est retraite. Je pense que je suis quasiment sûr. Maintenant, finalement, il a rien à perdre à prendre le combat contre Omar. Ça ferait un dernier gros combat, un dernier gros chèque. Et s'il veut partir après, il part. De toute façon, je pense que limite sa décision, elle est déjà prise. À la limite sa décision elle est déjà prise, oui je pense aussi. Je pense aussi. En tout cas, là, il a acté, hein, de toute façon. Il s'imaginait pas, là, j'ai relu encore une déclat de lui, il s'imaginait pas du tout que Merab serait à ce niveau-là d'adversité. Tu vois, comme il a dit, je pensais qu'il allait prendre une énième fois la position et prendre le contrôle, tu vois. Et en fait, quand il a senti En fait, ce qu'il fait qu'il y toujours, avait la soumission, parce oui, quand on l'a analysé plusieurs fois, Merab, on sait qu'il a un frontal lock de malade. Il contrôle très très fort de cette position. Mais en général, il n'arrivait pas à finaliser. Et ben là, il a réussi. oui, il a réussi, il l'a bien fait. Alors, est-ce que, justement, est-ce que le temps de réaction, tu sais, de O'Malley était plus faible parce que justement, il s'attendait pas à se faire soumettre et que quand il a senti les taux se resserrer, mais c'était déjà trop tard. Parce que tu sais, des fois, on l'a tous vécu, hein. T'es là, tu penses que le mec, il est en contrôle et puis d'un coup, tu te dis, ah non, c'est pas du contrôle, ah non, ça commence à faire mal et puis on commence à, je respire plus et bah, tant pis, trop tard. Parce qu'il a essayé de sortir, il a essayé de s'échapper, il a essayé de tourner et après, la ninja choke, on va dire, s'est transformée en espèce de, moi, comme disait Julien, et je suis plutôt d'accord, je disais que l'avant-bras de toute façon avait joué dans cet étranglement en nord-sud, mais enfin Julien et Big John sur Mandad la dernière fois j'écoutais, c'est comme un Ezekiel choke en fait, tout simplement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On était plus sur ça à la Donc fin. bon, exactement. Donc ouais, et quand tu vois que en fait que la recherche c'est pas le contrôle, mais que c'est la soumission, des fois bah c'est trop tard. Donc bon, après, sorti de ça, de toute façon, il a reconnu quand même lui-même la supériorité de Merab. Donc bon, à moins que Merab, lui, change de catégorie ou s'arrête, effectivement, les perspectives d'un titre s'éloignent fortement. Vraiment pour lui, pour lui. Donc ouais, la seule chose, parce que même si, admettons, tu vois, même s'il bat Oumar, tu sais, on fait une projection. Il bat Oumar Nurmagomedov. Derrière, ok, il a battu le prétendant numéro un qui normalement devrait être le prochain pour le titre après Sandhagen. Et ils font En fait, quoi? tu te rends Ils compte le que t'es remettent, toujours bloqué. bah ouais, ils le remettent contre Merab. Bah non, ça n'a aucun sens. Donc ouais, je te dis, cette KT, elle est bouchée de chez bouché pour lui. Malheureusement, tant que on se retrouve dans le cas de figure Holloway, Volkanovski, tu vois. Ok, Ouais, t'es je suis là. d'accord. Même si t'arrives à gagner,
Et encore, c'est même pas dit, tu vois, parce que autant Max Holloway était au-dessus de tous les autres, autant là, il y a match avec tout le top, donc on sait même pas s'il gagnerait. Mais même si tu parviens à gagner, on sait que contre le champion, c'est cuit, donc il n'y a pas grand intérêt. Ouais. Et après, si tu peux te tenter ta dernière chance, effectivement, en montant avec un match-up intéressant, comme je disais, Yair Rodriguez par exemple. Vraiment, pour le coup, Yair Rodriguez, c'est vraiment un match qui me plaît. Les deux qui s'affrontent, ça me plaît énormément. Ouais, J'ai ouais, pas ouais. les la longe de chacun, tu vois. Enfin, tu sais les mensurations de chacun. Mais pour le coup, ça me plaît bien. Ça me plaît bien comme fight. Tu vois, là, tu t'assures un véritablement gros spectacle. Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur notre cher O'Malley? Donc on est bon. On enchaîne avec ma partie préférée de ce podcast d'actu. On va faire un retour sur le film KO, le film de Cyril Gane, enfin de Cyril Gane, c'est pas lui qui l'a produit, mais dont Cyril Gane est l'acteur principal avec Alice Belaïdi là. Donc ouais, il fallait qu'on en parle. Alors on va spoiler, je vous le dis. Si vous l'avez pas vu, mettez avance rapide, passez à l'actu d'après. Mais en tout cas, on est obligé de spoiler pour parler de ce film. C'est pas possible de faire autrement. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à spoiler? Non, il n'y a pas grand-chose à spoiler parce qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, dans le film, C'est il n'y a pas ça. de surprise, ça c'est une certitude. Quand tu commences le film, tu comprends déjà la fin en fait. Tu vois, il suit un scénario très classique de ce genre de film. Et c'est vrai que tu comprends vite tout ce qui va se passer. Et là, on met déjà le nœud sur le premier point de problème que j'ai dans ce film, c'est que justement, en fait, il y a tellement pas d'intrigue, tu sais, mais quand je dis pas d'intrigue, c'est-à-dire que même le flic ripou, tout ça, j'ai capté dès la première intervention du flic, dès que j'ai vu sa tête, qu'il a commencé à parler tu sais, quand ils étaient sur la scène de crime là, j'ai compris tout de suite que c'était un ripou et qu'il allait les trahir à un moment ou à un autre. Tu sais, c'était tellement couru d'avance que j'ai eu du mal, en fait, et je te l'ai dit, à aller au bout de ce film. Je me suis vraiment fait violence pour vous parce que vraiment j'allais couper. Je parle du film hein, pour l'instant, pas du jeu d'acteur de Cyril Gane. Mais j'allais vraiment couper le film juste parce qu'en fait, honnêtement, aucun intérêt. Donc c'est un film qui est sur Netflix. Cyril Gane, il joue le rôle de Bastien. Donc Bastien, c'est un combattant de MMA pro. Alors avec un petit big up à Ares parce que il combat justement Ares sur son fight là dans les débuts du film, qui vient à malheureusement tuer son adversaire par accident dans la cage. Donc voilà, triste accident, c'est Sur tragique. un, sur un slam. Sur un slam de triangle à la Rampage contre Arona. Ouais, sur un slam de triangle. Mais tu sais, mais rien que ça déjà, en fait, effectivement, il y a le slam, mais il y a même pas une phase où le slam pouvait potentiellement, tu sais, tuer. Normalement, un slam comme ça, tu meurs jamais sur un slam comme ça. Il est venu de l'acheter par terre, à moins que le mec avait un véritable problème de santé à la base. Mais le coup de genou qu'il lui met Après, juste avant, ouais, bon, après ça, tu vois, c'est des, peut plus. c'est, c'est des choses qu'on peut jamais prévoir. Hein. Tu vois, il y a plein de combats, notamment, bon, ça arrive, c'est vrai que ça arrive régulièrement, c'est en boxe anglaise, malheureusement, les accidents. Tu as des coups qui semblent pas plus forts que d'autres et pourtant, c'est le coup qui va te tuer. Bon, il y a plein de vidéos qui tournent sur ça. Donc, Oui, ouais. Oui, je te l'accorde, je te l'accorde. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, il tue son partenaire et bien sûr dans la salle il y a la femme et le fils de son adversaire qui sont choqués et le plus c'est son fils justement qui en veut énormément à Cyril Gane attends, parce que de déjà, le pire, t'as pas dit le pire. Le pire, c'est le temps que l'arbitre met à intervenir. Moi, ça m'a choqué. Parce qu'il a le temps de le regarder, de reculer, s'asseoir en boule contre la cage, l'arbitre n'a toujours pas intervenu. Et après, la c'était famille crie et tout, et là, on voit l'arbitre courir, sauter sur l'adversaire qui est mort, tu vois. Donc je me suis dit, non, là, il y a un petit problème, là. Ahmed Korchi. En plus c'était Ahmed Korchi l'arbitre. Donc Bah, j'ai c'est un bien bon aimé. arbitre, en Au plus, moins un mec. ils ont fait l'effort de prendre un véritable arbitre en plus. C'est ça qui est fort. C'est même pas un acteur. Ouais. Mais même ça, tu vois, rien que ça, déjà, c'est pas crédible. Parce que, en vrai de vrai, tu sais, Cyril Gane, dans l'action, il capte
Parce que moi, c'est surtout noter les incohérences de ce film qui me. Et c'est pour expliquer pourquoi j'ai été perdu dès le début. C'est-à-dire que il vient, il le slam, et tout de suite il comprend qu'il est mort. Tout de suite. Tu sais, il aurait pu être KO, tu vois. Normalement, il est KO, et puis en fait, il se relève pas, et après, au bout d'un moment, tu comprends, tu vois. Tu te dis, enfin, tu vois que le mec il est inerte, tu vois qu'il respire pas et tout ça, mais voilà. Mais là, dès le slam, il a compris qu'il était mort. C'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est pas crédible. S'il l'avait jeté sur la nuque, brisé la nuque, tu sais, t'entends un gros crack, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, t'as compris, tu vois que tu sens qu'il y a un truc qui est chaud. Mais là, c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. C'est vraiment un slam habituel, et en fait, tout de suite, il recule, et voilà, mon adversaire est mort. Bref. Ça lui sert de leçon, il devient un ermite, reclus, qui travaille au jour le jour. Alors déjà, ça aussi, tu sais, ça m'a vraiment fait bizarre. T'as l'impression qu'il vit aux States, le mec. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, le genre de scène que tu vois aux États-Unis avec le mec qui vit dans sa cabane dans la Dans sa nature, qui caravane, ouais, vient. après, qui travaille dans les mines, c'est des mines de sel, j'ai l'impression, je sais pas c'est quoi. Ouais, en Camargue, j'ai l'impression que c'est une mine de sel, mais tu sais, où le mec il choisit, tu sais, le matin, vas-y, toi. Tu sais, j'ai l'impression, tu sais, de retrouver, tu sais, les trucs à la frontière avec le Mexique, tu sais, aux États-Unis, quand, tu sais, quand il choisit qui va bosser, ou alors en Alaska, ou ce genre de choses. Tu vois, le genre de trucs qui, normalement, n'arrivent même pas en France. Enfin, tu sais, normalement, t'as un contrat d'intérim, frérot. Tu vois, t'arrives pas le matin et on te dit pas, vas-y, toi, tu travailles et puis je te donne ton argent en liquide à la fin. Ça n'existe pas Oh, en ça France. peut, Ouais, si, ça peut. Au marché de Saint-Denis, ça peut. ouais, bon, ok. Mais là, on n'était pas en Seine, on était au Camargue, tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, t'as quand même un truc avec un métier potentiellement, tu vois, dur et où tu peux te blesser. Bon, c'est du travail au black. C'est clairement du travail au black. Bon, bref, ça, on s'en fout, c'est des choses qui arrivent. Bref. Donc, il veut plus entendre parler de MMA, il est plus là, et puis en fait, il s'avère que le fils le fils de son pote, il est parti à Marseille. Et puis, en fait, il est indique pour la police. Et il voit un truc de ouf. Donc voilà, il dit à sa mère qu'il est en danger. Donc déjà, il prend le temps, tu sais, personne l'a retrouvé. Tu sais, c'est le mec, c'est le mieux caché du monde. Mais tu te rends compte, en fait, qu'il est caché dans la cité. Donc, mais il y a eu trop d'incohérences. Le gamin, il est caché dans une cité. Personne ne sait qu'il est là. Ça distribue des tracts en bas avec sa photo parce qu'il est recherché par un gang, le gang des Manchours, parce que c'est Manchour, c'est le gros patron qui essaie de récupérer tout le quartier de Marseille. Et même ça, tu sais, dans l'incohérence, t'as Kenza, donc Alice Belaïdi, qui dit c'est les Manchours, ils sont revenus. Personne ne la croit. C'est-à-dire que les mecs, ils butent des gens à tour de bras. Ils mettent des contrats sur des têtes. T'as tous les jeunes du quartier qui savent que c'est les Manchours. Ça distribue des prospectus comme si on était à la Mais fête foraine. les keufs, non. Mais les keufs, ils sont pas au courant que non, ils la croient pas. Ils sont à deux doigts de la limoger de la police parce que non, non, tu dis de la merde. C'est un truc de ouf. C'est vraiment, c'est très incohérent. Et donc le gamin disparaît, enfin il se cache et sa mère, elle va chercher qui? Plutôt que de contacter la police, enfin elle contacte la police qui le croit pas, qui la croit pas ou n'importe quoi, tu vois. Elle vient avec une preuve, un appel téléphonique comme quoi il dit qu'il est en danger et tout ça. Les flics lui disent non, madame, rentrez chez vous, c'est un canular. S'il vous plaît, c'est un canular, rentrez chez vous. Laissez la police pour les gens qui en ont vraiment besoin, s'il vous plaît. Et donc elle va chercher qui? Elle va chercher Cyril Gann pour retrouver son fils. Non mais s'il te plaît, le mec il est là. Il y a une incohérence dans ce scénario, mais franchement, tu sais, j'aime les films pas prises de tête, mais là c'est trop. Là c'est trop. Déjà rien que ça, déjà que la base, déjà c'est trop. Écoute, on n'est pas du même avis parce que moi, je te l'ai dit, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé dans le sens où j'attendais absolument rien de ce film. Mais vraiment rien. Et puis j'ai passé un moment agréable. En fait, j'ai déconnecté mon cerveau. J'ai pas cherché à voir les incohérences. Alors quand tu me les relates, oui, il y en a tout un tas. Mais franchement, ça m'a pas plus dérangé que ça pendant que je visionnais le film. Alors oui, c'est pas le film du Ouais. siècle, hein. C'est pas le film du siècle. Ouais, on est clair et net. Mais c'est du niveau d'un film Netflix en fait. Tu vois, en fait, Netflix. Alors ça, c'est une vérité. Hein. Netflix, je pense que Netflix a tiré le cinéma par le bas et qu'on s'habitue à des standards beaucoup moins importants que ce qui se faisait avant au cinéma. Mais comparé à,
tout un tas d'autres films qui sortent, bah écoute, ça se regarde. Tu vois, ça se regarde. Tu vois, il y a le film là qui a eu beaucoup de succès là, avec les requins là sous la Seine. Moi, j'ai détesté. J'ai préféré largement le film avec Cyril Gann, 1000 fois. Et pourtant, il a eu un énorme succès le film sous la Seine. Mais je l'ai pas regardé. J'ai vu Mais t'as l'histoire, bien j'ai pas fait. regardé. Mais t'as bien fait. Non, mais je suis d'accord. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on en a parlé en off? Alice Belaïdi, qui est quand même une bonne actrice. Enfin, tu vois, on l'a vu jouer dans plein de films. Le scénario, il est tellement nul que j'ai trouvé son jeu d'acteur pourri. Ouais, c'est clair. C'était Ça, caricatural, sur ça, je suis c'était d'accord. trop. Tu vois. Sur ça, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Mais à l'inverse, si on en vient à Cyril Gann, moi, dès le début du film, dès les premières séquences, je me dis, oh là, ça va être compliqué. Tu vois. Franchement, je me dis vraiment ça. Je me dis, ça va être compliqué. Et puis, finalement, plus le film passe, plus je trouve qu'il trouve plus ou moins sa place dans le film. Alors, c'est sa première expérience. Alors, il a déjà fait des apparitions, hein. Mais dans un rôle aussi important, c'est sa première expérience. Écoute, moi, j'ai pas trouvé ça dégueulasse, hein. Honnêtement, je pense qu'avec un travail, avec un bon travail, vraiment, il y a un certain potentiel à faire quelque chose. Alors, je suis d'accord avec toi, mais à la fois, lui, par contre, il bénéficie du mauvais scénario. C'est-à-dire qu'en fait, le scénario, il est tellement claqué qu'il n'y a pas de jeu d'émotion particulier, tu vois. Mhm, mhm. Donc, comme il n'y a pas de jeu d'émotion particulier, bah, au final, il est resté lui-même. Tu vois, c'est vraiment comme si Cyril Gann, finalement, c'est comme si, tu sais, c'est un peu comme on disait avec Connor. Tu vois, quand il a fait Roadhouse. Tu vois, Connor a fait du Connor dans un film autre que sa vie, tu vois. Parce que sa vie Ouais, est un mais film à même pas. part. Connor, c'était vraiment surjoué de chez surjoué. C'était Ouais, même exagération de lui-même. ouais, mais je suis sûr que dans la vie de tous les jours, il est comme ça. Enfin, quand il est, je veux dire, en C'est public. Tu vois, ce que je veux dire, c'est tu le vois à possible. Cannes, je suis sûr qu'il est comme dans Roadhouse. Et là, donc, lui, pour le coup, il est resté simple, ce qu'il a bien fait. Heureusement qu'il a pas voulu surjouer les émotions et tout ça, parce que pour l'instant, tu l'as dit, il faut encore prendre de l'expérience, faire des cours d'acting et tout ça, donc c'est pas véritablement un acteur, donc il a eu raison de rester normal. Donc lui, pour le coup, le mauvais scénario lui a servi, parce qu'effectivement, c'est pas déconnant. Alors, il y a quand même, tu vois, ce truc. Tu vois, qui moi m'a dérangé dans son jeu d'acteur, c'est juste le côté, tu sais, gros nounours qui peut à un moment, à un instant T, tu sais, vriller. Parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que les deux vrillent, mais différemment. Il y en a une, c'est parce qu'elle est à fleur de peau, parce que voilà, son frère meurt justement tué par les manchours là. Et donc forcément, quand tu lui en parles, elle va vriller, elle va te casser la gueule. Donc à coup de matraque télescopique. Et Et pour Gann, c'est vraiment ce truc. Alors normalement, tu sais, les trois quarts des coups qu'il prend dans la tronche, il se relève jamais. Normalement. Tu vois, là, ils l'ont fait passer Non, un mais peu aussi oui, pour une non, mais, machine. non, mais Tu là, vois. non, mais là, en fait, là, t'es trop dans le jugement d'un film, en fait. Là, c'est pas possible. Il y a 99,9,99%. Je sais même plus les chiffres. Tu m'en fais perdre mon latin. Mais tous les films, en fait. Tous les films, ils encaissent même pas le quart du quart des coups qu'ils prennent. Non, non, je suis d'accord. C'est pas le problème. Tu vois, c'est le côté, le mec est complètement KO. Et puis, regarde, je vais te donner un exemple très concret, comme ça, voilà. La boîte de nuit, qui est une des plus grosses scènes de bagarre, Mhm. tu vois, en boîte de nuit. Donc il vient, effectivement, il se fait casser la gueule parce qu'il était tout mignon à ce moment-là. Tu vois, c'était le Cyril Gann gentil. Il se fait rouler dessus, il se fait piétiner, cracher dessus, tu sais, par terre, en dehors de la boîte de nuit. Et puis, sans déclencheur, plus que plus, tu vois, c'est même pas genre il est vénère et puis il revient à la charge. C'est qu'il y a juste un moment où il a un déclic. Et puis, en fait, il redevient le Cyril Gann combattant pro, tu sais, vénère, qui va tuer tout le monde et qui va casser la gueule à tout le monde. Mais en fait, le passage du on au off, tu sais, il y a pas un truc bien marqué, un truc bien clair. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les transitions entre le moment où il est vénère et le moment et même tu vois, on parle de jeu d'acteur, tu vois, même dans son jeu, en fait, ta transition elle est pas claire. Tu comprends jamais si, à part le fait qu'il gagne et qu'il devient indestructible à ce moment-là, parce que même en se faisant poignarder à coup de tesson de bouteille, il est parce que ça aussi cette phase avec de la boîte de nuit là, qui vient, qui lui casse une bouteille sur la tête, il le regarde,
L'autre, il panique, il lui plante la bouteille dans le corps, la bouteille qui reste. Non mais, même ça, la bouteille qui reste comme ça sur Cyril Gann, comme ça, ouais, ok, j'ai une bouteille dans le corps, c'est pas grave, le mec il prend des coups de batte des balles, des trucs, des machins, le mec il bronche même pas, t'as l'impression qu'il s'est fait piquer par un moustique. Donc, donc t'as vraiment ce truc, mais tu vois, dans le jeu d'acteur, tu vois, si on parle du jeu d'acteur de Cyril Gann, mais c'est normal, après c'est pas un acteur encore, hein, on est d'accord, hein, là-dessus, faut être aussi indulgent. Mais tu vois, tu vois pas la transition entre le Cyril Gann cool, bisounours, parce que c'est un peu ça, et le Cyril Gann vraiment en mode vénère, tu vois. C'est juste l'action fait que tu t'en rends compte, mais lui en lui rien ne change. Je Ouais, sais pas si tu vois ce ouais. que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, moi, c'est pas quelque chose qui m'a. C'est un point de détail qui m'a pas dérangé. Ah, mais ça fait beaucoup de points de détail au bout d'un moment. En fait, c'est pour ça que moi j'ai eu du mal à y aller. Déjà, au début, je te jure, on en a parlé. Quand tu vois la première scène, j'ai cru qu'il nous allait, c'est parce que j'avais pas lu le synopsis, hein. Je pars de zéro. Vraiment, quand j'aborde le film, je vais sur Netflix, je dis, tiens, il est là. En plus, tu m'avais dit que tu l'avais déjà vu. Je le regarde, je pars de zéro, j'ai rien lu, j'ai rien vu, je sais même pas, j'ai pas vu une bande-annonce, rien du tout. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je t'ai dit dès le début, j'ai dit, putain, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un remake de Scorpion. Tu sais, le mec qui vrille, qui tue quelqu'un, et puis finalement, tu vois, il va faire des combats clandestins ou un truc comme ça. Je te jure, moi au début, j'étais parti sur un délire comme ça. Ouais, bah, tu vois, en comparant les deux films, moi, j'ai préféré celui-là. Scorpion, j'ai détesté ce film. Vraiment, j'ai vraiment détesté ce film. Je me rappelle à l'époque, c'était un des premiers films qui traitait du MMA, si ce n'est le premier, quand il est sorti. J'étais tout fier d'y aller. J'étais tout jeune, j'avais saucé mes potes pour y aller. Et j'avais été extrêmement déçu de Scorpion. Vraiment. Et le jeu d'acteur de Le Banner dans Scorpion, c'était, mais alors là, on est, franchement, il prend le festival de Cannes, Cyril Gann à côté. Normal. Ouais, mais c'était pas l'acteur principal, le banner dans ce truc-là. C'était vraiment la Ah brute qui était là que ben, ben, pour Dieu casser des gueules. merci. Non mais tu vois, il avait juste une petite séquence à faire, donc c'était encore pire. Ça aurait dû être beaucoup plus simple. C'était catastrophique, catastrophique. Vas-y, va la rejoindre, Elias, vas-y. Elias, il s'appelait. Elias, Elias. qu'est-ce que tu fais? Vas-y, va la rejoindre. Oh là là. Oh mon Dieu. Non, j'avoue, non, ce film, il était chaud. Je l'ai vu plusieurs fois, hein, mais j'avoue, il était chaud. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, il y a vraiment, tu vois, faut pas se prendre la tête, faut pas chercher des cohérences entre les actions. La scène comme on a dit, la scène de sexe, tu sais, entre les deux, tu sens, dès qu'il retire son débardeur, tu sais, on dirait, le mec, il est en débardeur. Il a fallu qu'il le retire pour qu'elle se rende compte Ben, que le vois mec qu'il était soit musclé. stock. Ah non mais elle a fait oh mince, je m'en étais pas rendu compte avec si peu de tissu. Donc voilà, avec l'amener genre on va mourir demain, bon bah j'ai envie de baiser. OK. Mais qui te dit que je suis d'accord? Bah t'es pas d'accord? Bah si quand même, Bah allez si, on y mais qui va. te l'a dit? Allez baisons quoi. Non, ça c'est en fait faut voilà, faut si vraiment vous vous attardez sur un tant soit peu de jeu, c'est compliqué, faut pas regarder le film. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez passer 1h20, vous avez 1h20 à perdre, faut regarder le film. Parce que même Voilà. l'attaque du Là, voilà. commissariat, tu sais, genre ils se sont pas rendus compte, t'as des ampoules partout, tu vois, il y a un meurtre dans chaque quartier, tous les flics s'en vont, tu sais, tu vas pas me dire qu'ils sont pas concertés. En fait, chacun prend son petit téléphone, ok j'arrive, ok d'accord j'arrive, ok il y a eu un meurtre, oh bon d'accord j'arrive. Ah bah merde alors, mais ils sont passés où tous? Ils sont passés où? Il reste 4 flics et demi, l'autre, ils ont fait genre un petit, tu sais, un petit suspense tu sais le mec le flic que tu sais qu'il est ripou depuis le début. Je me suis dit ah franchement même là je me suis dit ah ils m'ont niqué parce que en fait ça va être l'autre et puis Ouais, finalement ouais, non, ouais, ouais. c'est quand même l'attaque du commissariat façon Need Gap, tu sais le film Need Gap, je sais pas si ça te parle, tu l'as vu ce film là? Bien sûr, évidemment. Ça, voilà, ça, Avec Samina c'était Seri. c'était des films un peu meilleurs que celui-ci. Donc voilà, enfin, tu vois, et surtout, voilà, ce qui m'a dérangé, et ça, je l'ai noté en gros, parce que je t'en ai parlé, franchement, c'est la violence gratuite qui colle pas, en fait, avec le film. C'est-à-dire que t'as un Cyril Gann qui met un coup de pression à un jeune du quartier, tu sais, en disant, ouais, cette moto, j'y tiens, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas quoi, bâtiment B, si elle disparaît, je vais te poursuivre jusqu'en enfer. Ok, il y a un petit côté drôle, tu vois, dans ce truc-là, un côté un peu léger, mais en parallèle de ça, t'as un mec qui se fait démembrer avec des motos, t'as un mec qui se fait brûler la tronche, enfin, tu sais, il y a une Alors, ultra violence. t'as vu sur ça, sur ce point,
Je suis d'accord dans le sens où Cyril Gann, en tout cas de ce qui dégage de lui, je le verrais plus sur le profil que tu viens de dire où il flirte un peu avec l'humour, tu vois. Voilà. Limite un Ouais. peu à l'esprit un peu Van Damme où il y a toujours une petite touche d'humour quand même, tu vois. Alors sur certains films, hein. Pas tous les films, mais Oui, où bien sûr. c'est du combat, mais on n'est pas sur du parce que là on est sur du thriller sérieux, tu vois, limite gore avec certaines scènes. Et ben en fait voilà, c'est qu'il y a les deux univers qui sont mélangés dans le même film. Voilà. Et c'est ça qui me pose problème. C'est l'identité du film. Tu vois. C'est pour ça que je te dis que j'ai eu du mal à voir ce film. Parce que t'as l'identité vraiment dure, vraiment sombre, comme on pourrait. Tu peux faire un truc sombre. Tu sais auquel tu t'attends. Tu vois, tu te dis c'est dark dès le début. Tu vois, t'as des règlements de compte, t'as des trucs. Tu sais, t'es dans Gomorrah. Tu vois ce que je veux dire? Où vraiment, tu sais, tu sens que ça va être sombre. Mais à la fois c'est caricatural sur plein d'aspects où limite ça peut être risible. Et ce truc d'entre-deux J'arrive. me dé... Vas-y, il arrive. Donc les amis, voilà, je le dis comme ça C'est le bon. temps qu'il arrive. Ce truc d'entre-deux m'a dérangé dans ce film parce que justement il y a pas de cohérence et donc tu sais pas en fait tu sais c'est limite ça pourrait être un film que tu regardes avec tes enfants, je mets des gros guillemets hein, avec enfants, tu vois, et à la fois non. Et en fait, c'est ça qui est dérangeant dans ce film-là, c'est que là, le scénario est incohérent, l'univers est incohérent, l'ambiance est incohérente. En fait, il y a trop d'incohérences dans ce film. Ouais. Oui, il y a de l'incohérence, c'est vrai. Maintenant, comme je t'ai dit, moi, j'ai réussi à le regarder. Alors, je vais pas le regarder une deuxième fois. Ça fait pas partie des films que je vais revoir. Mais, mais j'ai pas été plus déçu que ça. Voilà. Ouais, ouais. Écoute, moi voilà, c'est. Et Dites-nous franchement, en je te dis, commentaire. moi, vraiment, je sens du bon pour Cyril Gann. Parce que je pense que c'est pas du tout notre milieu, mais faire un premier rôle sur un film, ça doit être quelque chose quand même de très compliqué, surtout quand c'est pas ton métier. Déjà, quand c'est ton métier, être premier rôle, tu vois, c'est faire ta première fois premier rôle, ça doit être compliqué. Lui, il saute dans le grand bain direct. Donc, moi, je lui présage du bon. Ouais, mais dans un type de film bien particulier, tu vois, Ouais, c'est vraiment où possible. c'est Mais des comédies d'action. Tu vois, une comédie d'action. ouais, pourquoi pas. Mais tu peux faire toute une carrière en ayant toujours le même rôle, hein, en ayant toujours le même style de film. Bien sûr, attention, quand je dis ça, je parle pas, je parle de l'univers du film, tu vois. Ouais, Je parle de comédie d'action. Si c'est un peu trop noir, un peu trop, tu sais, violent comme là, ça a voulu l'être aussi en partie. Après, je sais pas, hein, parce qu'il va évoluer aussi dans sa façon de jouer, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est qu'il dégage, et ça, il peut rien y faire. Il dégage trop de de la bonhomie. sympathie. C'est Ouais, de le, la tu vois, c'est sympathie. le bon gamin. Donc c'est pour ça qu'il peut pas être dans un truc trop sombre, tu vois. Autant l'acteur qui fait Manchour là, tu vois, lui, tu peux le mettre dans un truc sombre. Le problème, c'est que là, même tu sais, un film, c'est aussi une lumière, c'est aussi une couleur, c'est aussi tu sais, tu dégages aussi quelque chose d'un film en fonction de comment tu fais tout le décorum autour du film. Comment tu vas jouer la lumière, comment tu vas jouer la couleur, comment tu vas jouer tous ces trucs-là. Là encore, ça collait pas. Tu vois, c'était trop bizarre. On avait l'impression d'être dans un clip de rap, tu sais, un peu, je sais pas, il y avait trop d'univers un peu bizarre. C'était mal fait, c'était mal fait. Mais lui, en tout cas, il peut pas être dans un film trop sombre. Il faut qu'il soit dans un film où certes, il peut y avoir de la bagarre, ça peut être caricatural, ça peut être des trucs extraordinaires comme la bagarre dans la boîte de nuit, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Le fait qu'il tabasse deux mecs, qu'il Mais mette tu vois, un justement, star, tu sais, un Superman punch pour faire tomber deux mecs d'un scooter, des trucs incohérents tu comme vois, ça. pour ma part, il a manqué de ces scènes-là. Tu vois, parce que finalement, la seule vraie bagarre du film, c'est la bagarre dans la boîte de nuit. On va dire que c'est la bagarre principale. Hormis la Ah, fin et où c'est après, plus à la fin, voilà. ouais, mais où c'est de la fusillade, etc. C'est de l'action. Moi, je te parle en Ah, pure bagarre. t'as la bagarre avec le Renoir avec les points Ouais, américains c'est quand vrai. même. Ouais, C'est une c'est vrai. grosse bagarre quand même. Ouais. Mais ouais, je sais pas pourquoi, celle que je retiens le plus, moi, c'est celle de la boîte de nuit. C'est peut-être parce que c'est la première vraie bagarre du film. Mais c'est vrai que je m'attendais à voir plus de combats. Ouais. Mais en tout cas, voilà, faut qu'il soit dans ce type de rôle, dans ce type de film. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui collerait le mieux. Mais voilà, pas déçu foncièrement de Cyril Gann. Par contre, le film, une purge. Le film est une purge.
pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est une. Ouais, bah écoutez, ceux qui l'ont vu, donnez-nous votre avis. Et ceux qui l'ont pas vu, regardez-le quand même. Ouais, Oui, oui, oui. Pour nous ça donner coûte votre rien avis. de le regarder. Hein. Ouais, pour nous donner votre avis. Donc bon, allez, tournons cette page parce qu'on a passé déjà beaucoup de temps sur ce film. Cyril Gann, acteur, mais est-ce qu'il sera aussi acteur de l'UFC Paris? On aura la réponse dans quelques temps. Oh, putain, cette transition est extraordinaire. Parce que l'UFC Paris, le 4e du nom, a été officialisé. On nous avait dit, enfin, tu vois, il y a des rumeurs comme quoi il allait pas se faire. Et puis finalement, t'avais Dana White qui disait que si ça se ferait et que potentiellement il serait présent parce qu'il n'a jamais été présent sur Paris. Et puis finalement, voilà, c'est fait, c'est dit, ça sera le 6 septembre à l'Accor Arena, parce que c'était pas prévu, enfin c'était même pas sûr que ça se fasse en septembre, en vrai de vrai, à la base même. Donc le 6 septembre à l'Accor Arena. Tout le monde y va de sa petite carte. Donc je sais pas s'il y a vraiment grand intérêt de faire notre carte rêver parce que tout simplement tout le monde l'a fait et puis que c'est toujours les mêmes combats qui sont promis entre guillemets, tu vois, c'est plutôt cohérent dans ce qui est proposé. Puis il y en a qui le font mieux que nous et puis de toute façon on n'est pas matchmaker. Mais la question c'est de savoir en fait quand même qui plus que la carte mais qui serait présent en fait sur cette carte, sur cette UFC Paris. Parce que voilà, on a plusieurs Français, on a Gann, on a Nassourdine, on a BSD, on a Morgan Charrière, on a William Gomis, on a Faresiam, on a Nora, on a Manon Fiorot, on a Oumar Sy. Donc déjà dans les personnes qui sont déjà signées, il y a des gens potentiellement qui peuvent l'être aussi, des Français qui peuvent apparaître sur la carte. L'idée c'est peut-être de parler un peu plus de ça, de rester plus global, tu sais, sur les combattants français, plus que de faire des cartes rêvées. Qui on voit et qui on ne voit pas, tu sais, potentiellement sur cette carte. Bah déjà la question c'est qui est booké. Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de Nora. Français qui sont bookés là très prochainement. Il y Pas a mal, donc hein. Il y en a que deux, hein. il y a Il y a Oumar Oumar Sy Sy ce week-end, ce week-end, donc il y a largement le temps. il y a Nora, Et il y Nora a le 2 août. Ouais mais il y a Nassourdine qui est backup. Donc ça met quand même en suspens Alors, qui les a un backup possibilités de combat. avec modalité. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, en fait, il n'aura pas besoin forcément de faire le poids, sauf si l'UFC le demande. Tu vois ce que je veux dire? De ce que j'ai compris, en fait, alors il se prépare. Ok, il se prépare, mais en tout cas, déjà, en termes de cutting, parce que le plus gros problème, c'est la perte d'énergie due à un cutting juste avant, tu sais, voilà, c'est ça. Et visiblement, en fait, il est pas, de ce que j'ai vu, hein, il est pas obligé de faire le cutting absolument si l'UFC ne lui demande pas. Tu vois, ils vont aviser en fait. C'est un peu bizarre. Je sais, quand j'ai entendu ça, c'est pour ça que je mets des guillemets hein, sur cette info. Mais c'est vrai Je comprends que là, je trouve absolument que pas c'est là. pas très clair. Alors, ça collerait avec ce qu'on parlera après, avec les désirs de Dricus du Plessis. Tu vois. En fait, c'est ça. C'est parce que Dricus a posé des conditions. On en parlera juste après. Mais donc ça pourrait expliquer le pourquoi du comment. Ouais. Bon déjà on peut être quasi sûr, hormis blessure, il y aura Benoît Saint-Denis. Lui c'est sûrement le fighter qu'on est le plus sûr de voir sur la carte. Mhm. Parce qu'il le Contre disait, hein, il disait Gamrot. qu'il voulait potentiellement, ou peut-être un autre, mais oui, ça a l'air de bien se dessiner contre Gamrot. Donc ça, ça serait le combattant le plus certain qu'on verrait sur la carte. Après ça, Que je pense, en certains, je pense on peut voir un Morgan Charrière. Morgan, Morgan, ouais. Donc Ah, Fares Faresiam. n'est pas booké non plus. Fares Ziam, Ouais. qui en plus, lors du dernier UFC Paris, c'est lui qui a claqué un énorme KO. C'est à l'UFC Paris qui met KO Frévola. Ouais. Ouais, Oui, ouais. c'est à l'UFC Paris. Ouais, ça ferait déjà trois. Nora, les bookés en août, c'est ça? Ouais, le 2 août. C'est à moins qu'elle fasse un fight à sens unique où elle met KO très rapidement. Mais bon, là, ça commence à monter dans le niveau, donc je sais pas si ça sera faisable. Mais surtout pour Nora, moi, ce qui me pose question, c'est sur C'est la au niveau gestion du du poids, ouais. cutting. Tu vois, La c'est reprise ça. du poids, enchaîner un cutting derrière, ouais, ça risque d'être compliqué. Donc ouais, il y a quand même peu de chances qu'on la voie à Paris. Donc on a cité trois Français quasi sûrs. Euh, Nassourdine, il y a quand même un monde où on peut le voir, parce il y a quand même même dans les négociations, il parle de l'UFC Paris. Donc mais ou potentiellement, Marcy maintenant aussi, contre hein. qui? Ou Marcy aussi, Non, hein, parce Marcy, oui. il combat ce week-end-là.
Si ça se passe bien pour lui, il y a aussi un monde où oui, il combat l'UFC Paris. En plus, ça serait la première fois qu'il combat l'UFC Paris. Je pense que c'est aussi important en tant que combattant français de se faire connaître de son public, parce qu'Oumar Sy, il n'est pas encore ultra médiatisé. Donc le fait de combattre à Paris devant un grand public, ça peut être intéressant pour lui. Surtout que là, s'il bat, parce qu'il va affronter Minifield qui est dans le top 15, donc ça ferait son entrée dans le top 15 s'il le bat. Donc ça serait potentiellement un combat, tu sais, avec un mec classé, donc c'est intéressant. Il est classé 15, son adversaire. Là. Donc ouais, donc il rentrerait 15 et donc effectivement dans le top 15, j'ai vu Johnny Walker, tu sais dans les potentiels, il y en a qui ont parlé de Volkanos Demir. Tu vois par exemple ces deux noms-là, c'est des noms qui sont très très vendeurs, hein, tu sais Surtout pour le que combat en France. Ozdemir combat en Suisse, donc proche de la France, qui peut attirer un public supplémentaire. Il a déjà combattu à l'UFC Paris de toute façon. Donc oui, ça collerait très bien même. Ouais. Et Johnny Walker pour le coup aussi, enfin tu vois bon il est sur la pente descendante mais il est classé 12, tu vois, c'est cohérent dans le classement, c'est un gros nom. Tu peux t'assurer un joli finish en plus avec lui, très spectaculaire parce qu'on sait très bien qui fait des finishes spectaculaires avec ses t'as l'impression qu'il joue au basket à chaque fois qu'il prend un KO, qu'il est en train de dunker et qu'il est en train de shooter à 3 points. Donc ouais non, potentiellement ça peut être un nom intéressant. C'est vrai. Et qui gagne ou qui perde de toute façon, il peut enfin tu vois, à moins qu'il y ait une blessure, mais en tout cas pour le coup, il peut être calé sur l'UFC Paris sauf problèmes médicaux, tu vois. Mais là, on est au mois de juin, juillet, août, septembre, c'est dans 3 mois. Enfin, dans 2 mois et demi, puisque là, on sera le 14 juin. 2 mois et demi, c'est cohérent. Tu vois, ça peut le faire. Alors, c'est un peu Ouais. short, hein, mais ça peut le faire. Mais ça se fait de plus en plus, hein. Comme tu disais la dernière fois, quand on parlait de Buckley, hein. Des mecs qui font 4 combats en un an. C'est hors ce niveau-là en plus. Quand t'es au niveau, alors plus tu montes, plus c'est compliqué de le faire. Mais là, t'es hors top 15. Toi, du top 15 au top 10 pour monter, pour gravir les étapes rapidement, c'est quelque chose qui se fait. 3, 4 combats par an. Bien sûr. Ah, t'as vu Joshua Van, là, qui a combattu le week-end dernier? Enfin, oui, oui, c'est ça, c'est à l'UFC 316. Il va affronter Royval. Là, bah, c'est quand? C'est quand? Il va affronter Royval. Je me demande d'ailleurs si c'est pas sur cette UFC-là. Attends, que je dise pas de bêtises. Non, Royval, je crois que c'est sur le 317. Donc, le 29 juin, que je dise pas de bêtises. Attends. En tout cas, il est déjà booké. Non, c'est pas le 317 alors. Pardon, je cherche un petit peu. Mais en tout cas, il y a Royval devait affronter Manel Cap. Manel Cap, il est out. Donc il va le remplacer directement. Et je crois qu'il a déjà combattu 4 fois cette année. Enfin, tu vois, c'est un truc de ouf. Pour te dire à quel point, enfin, tu vois, il y a pas de problème pour rebooker des gens quand ça se passe bien. Tu peux rebooker des gens assez rapidement. Mhm. Ouais, ouais. Ça, c'est sur quelle carte? Manon Fiorot, il y a une possibilité pour toi? Alors Manon Fiorot, c'est particulier parce que en fait, comment dire, Kasata a dit que c'était pas prévu qu'elle combatte pour l'instant sur cette carte-là, que c'était pas un objectif en soi. Donc voilà, maintenant si l'UFC propose, peut-être qu'ils disposeront, tu vois, mais c'est pas un objectif en soi. Maintenant, maintenant si vraiment il manque de Français, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de Français, surtout de stars françaises, tu vois, je pense qu'ils l'appelleront pour combattre. Mais j'y crois pas, c'est du 50-50 pour moi. Si elle Ah ouais. combat sur cette carte-là, l'idéal ça serait qu'elle combatte contre Grasso, tu vois, que ça fasse un gros fight. Mais bon, tu sais, t'as aussi l'UFC Noche, je crois. Enfin, tu sais, où potentiellement, ça peut être le genre de combat où elle peut être à l'UFC Noche plus qu'à l'UFC Paris, tu vois, pour combattre contre Moi, Grasso. je vois bien Fiorot combattre à l'UFC Paris contre la brésilienne. Ouais, d'accord. Ouais, 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 ouais. Sauf si la brésilienne, enfin, alors là, on part du principe que le prochain title shot, ça soit Weili Zhang alors. Parce que Ah sinon, pour moi, le oui, prochain title oui. shot, c'est la brésilienne. Non, non, pour moi c'est Weili. Pour moi c'est Weili Zhang le prochain title shot. Donc,
Natalia Silva. Natalia Silva. Écoute, ouais. Bon, pour l'instant, il y a J'aime rien bien de ce dit, combat. hein. Il y a rien de Non, 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 là, déterminé. c'est rien du tout, hein. C'est une supposition de ma part et même un désir, parce que elle m'a vraiment impressionné, cette Brésilienne. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir son dernier fight, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne contre Manon. En plus, ça assurerait à Manon le fait d'être potentiellement de ravoir sa chance très rapidement pour le titre. Donc oui, de toute façon, il faut pas se priver de ce type de profil-là. Maintenant, même contre Grasso, moi, ça me va, hein. Un combat contre Grasso, ça me plaît bien. C'est l'ancienne championne, c'est pareil, tu vois. Il y a encore de la valeur avant que Grasso descende, tu vois. Ouais, ouais. Tu préférerais qu'elle combatte à l'UFC Noche contre Grasso ou à l'UFC Paris contre Silva? Pour sa carrière, hein. Je parle pas de toi, ce que tu kifferais. Pour sa carrière à elle, bah, ça a plus de valeur l'UFC Noche contre Grasso. En termes d'exposition, c'est beaucoup mieux, il y a pas photo. Bah, c'est ça. C'est ça. Donc bon, je sais pas quoi en penser. Il y en a qui parlent d'un combat contre Morgan, tu sais, faire une revanche Morgan Charrière contre William Gomis, la revanche à l'UFC Paris. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Je pense que ça m'intéresse pas plus que ça parce qu'ils en font pas au même stade. Je vois actuellement de ce qu'on a vu dans la cage, mais William Gomis au-dessus de Morgan par rapport ne serait-ce qu'aux adversaires qu'il a affrontés. Donc non, pour moi c'est pas forcément justifié ce combat. Maintenant en termes de hype, oui, c'est sûr que si tu fais ça à l'UFC Paris, ça va attirer énormément de monde. Il y a énormément de fans qui vont vouloir voir ce combat. Mais est-ce que tu as besoin de ça pour remplir la salle? Je suis pas sûr. La salle, elle va se remplir en un claquement de doigts de toute façon. Tu vois, donc t'es pas dans l'obligation de faire ce fight. Tu peux les laisser évoluer tous les deux de leur côté et pourquoi pas le faire plus tard si vraiment il y a un buzz qui monte. Mais pour l'instant, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Ouais, je suis d'accord. Quitte à avoir une revanche, je préférerais avoir un Morgan contre un Vucenic qui changerait de catégorie, tu vois, ça peut être intéressant. Ouais, clairement. C'est vrai que Vucinic contre Morgan, ouais, je prends. Surtout quand tu vois sur la pente de Vucenic, là, tu vois, tu t'assures. Alors tu t'assures, on s'assure jamais, mais en tout cas potentiellement, tu vois, parce qu'on est quand même content quand il y a de belles victoires françaises à l'UFC Paris. Tu vois, tu te dis que les deux pentes ne sont pas les mêmes. Tu vois, il y en a un qui est sur une pente un peu plus montante, Ouais, même si et puis je me rappelle de leur combat, alors de loin, hein. Des brides que j'en ai, c'était un combat ultra serré, voire même potentiellement qui pouvait tomber du côté de Morgan, très serré. C'était en Angleterre, donc chez Vucinic. Va faire la revanche en France, pourquoi pas. et Cyril Gane. Cyril Gane, tu sais que moi je suis vraiment pas sûr qu'on le voit à l'UFC Paris parce que j'ai l'impression qu'avec ce qui se passe là dans cette KT avec John Jones et tout ça, les incertitudes, on en parlera tout à l'heure encore des dernières annonces. Mais je me demande s'il le garde pas sous la main véritablement pour un Thomas Spinal. Alors, visiblement, il y a déjà eu des défenses de titre intérimaires sur des Fight Night, donc ça s'est déjà fait 2 fois. Écoute, je sais pas si potentiellement il pourrait y avoir... Enfin, tu sais, Gann à Spinal qui déjà devrait encore... En fait, je remets le contexte. Il devrait encore défendre son titre avec la ceinture intérimaire et pas le titre incontesté. Et en plus, il devrait le faire chez la personne qui essaie de lui prendre le titre. Je crois pas du tout à ce Non, combat-là. absolument pas. Aucune chance. Il y a aucune chance, même pour Aspinal, hein. Là, pour le coup, c'est le grand perdant de cette histoire, ce sera Aspinal, puisque même en termes de salaire, il n'y a pas de pay-per-view sur les Fight Night. Donc, il aurait rien à gratter. Déjà que l'UFC lui chie à la gueule, si en plus il peut pas se rétribuer comme il le mérite, aucun intérêt. Non, j'ai beaucoup de mal à voir ce combat. Par contre, voir Gann contre un autre adversaire, pourquoi pas? Ça reste une Alors attends, parce que possibilité. les pay-per-view, j'ai pas retrouvé l'info, mais visiblement quand même d'ici septembre. Alors vraiment, je mets un gros bémol parce que je pense que c'est une rumeur, mais qui n'est pas forcément fondée. Mais potentiellement, tu vois, à partir de septembre, il pourrait ne plus y avoir de pay-per-view. Donc ça changerait un petit peu la donne, tu vois, dans ces considérations-là, tu sais, sur qui combat où, tu vois, ça serait l'UFC qui déciderait d'un salaire hors pay-per-view. Je pense. Après, qui pour un GAN à l'UFC Paris si jamais il vient, écoute, On l'a dit 1000 fois. Ça, de toute façon, la liste, elle est très courte. On en a parlé Pavlovich, déjà Blades voilà. On en a ou déjà Almeida. parlé des dizaines de fois, ou Almeida. Voilà. C'est vraiment ça. Pavlovich, Blades ou Almeida. C'est vrai.
C'est les trois noms, Ou donc Volkov. Il y a toujours ce petit nom qui reste, tu vois, de le faire la trilogie Volkov pour vraiment refermer l'arc. ouais. Et puis là, pour le coup, le fait que Volkov vienne en France, tu vois, là, c'est moins déconnant puisque Gann est sur 2 victoires, donc il aurait le choix du terrain. Écoute, oui, effectivement, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc ouais, ouais. Ziam, est-ce qu'il combattra contre un top 15? Ça, c'est la question. Tu vois, en main card contre un top 15, tu vois, ça pourrait être intéressant. Après, quel top 15? J'aimerais bien, hein. Ça, c'est J'aimerais la bien, ça question. serait, je trouve que ce serait mérité quand même parce qu'il est sur une très belle série. Il a montré une grosse progression, Faresiam. Tu sens qu'il est en confiance. Je pense que c'est le bon moment là pour prendre un top 15. Les deux noms qui ressortent, c'est Dawson et Chandler. Tu vois, enfin, dans les cartes rêvées, tu sais, que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Donc, Grant Dawson ou Michael Chandler. Ah, à choisir, je préfère Chandler. Parce Ouais, mais que plus oublie. gros nom, parce que plus grosse hype, tu vois, et meilleur Ouais, classement. mais oublie, il y a aucune chance. Ça, il y a aucune Ah oui, chance. oui, oui, bien sûr. Tu vois, Là, Chandler, lui, pour le coup, il est dans d'autres sphères médiatiques. Il y a aucun intérêt pour Chandler de combattre Faresiam. Absolument aucun. Donc, ouais, on se dirigerait plus sur un Grand Dawson. c'est clair. Et au sujet des ceintures, n'importe quoi, des signatures. Donc on sait que l'UFC là pour l'instant n'est pas dans une recherche. Enfin, il l'avait dit pour le dernier UFC Paris forcément de signer de nouvelles personnes. Mais entre temps, il y a eu deux personnes qui ont quitté l'UFC en la personne de Taylor Lapillus et Kevin Jousset. Donc ça rouvre peut-être potentiellement, même s'il n'y a pas de quota, hein, mais peut-être des places pour certains combattants. On sait que Nicolas Leblond vient de gagner son dernier combat contre Mateusz Braun au Cage Warrior et donc il est il est managé par le responsable du Cage Warrior qui tout de suite a tweeté en disant que ça serait pas déconnant, tu vois, de l'avoir à l'UFC Paris, que il faudrait même qu'on le voit à l'UFC Paris. Donc pourquoi pas en 57 kilos, il y a pas de français dans cette catégorie-là déjà. Et après les deux autres noms qui ressortent beaucoup, c'est Virgil Hogan Axel comment il Sola. s'appelle comment Axel Sola. Axel Sola, exactement. Virgil Logan, je sais pas si t'as vu, il est blessé. Donc déjà, lui, c'est mort. Ouais. Il reste que Axel Bon, Sola. après, je sais pas c'est quelle blessure il a, mais ouais, il y a Axel Sola qui combat là, au prochain arrest. Donc ouais, c'est vrai qu'avec une grosse victoire, potentiellement. C'est fort, hein, les deux, c'est fort. Les deux, c'est fort. Il y a beaucoup de noms, en fait, qui peuvent signer à l'UFC. Il y a énormément de noms. Maintenant, c'est vrai aussi que le fait que je pense qu'il soit dans l'équipe de Kasata, qui a une Manon qui est très bien classée à l'UFC, tout de suite, bah, ça ouvre des portes, forcément. Parce que l'UFC fait confiance à ton travail, tu vois. Sauf que si t'as amené quelqu'un à ce niveau-là, potentiellement, tous les membres de l'équipe, et puis on voit les résultats de toute façon, on sait que ça va être du sérieux. Donc oui, oui, je serais pas étonné. Je serais pas étonné. Ça serait bien même, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de signature l'année dernière. Donc voir des nouveaux Français, ça peut être pas mal. Ouais. Après, dans les potentiels noms aussi, il y a aussi Amin Ayoub, tu vois, qui était déjà en stand-by pour le dernier UFC Paris, je crois, en cas de désistement, qui là vient de gagner contre Mika Lebou, qui est coaché mince, alors? C'est un J'ai, test. Par Johnny en Frachet. fait, Par Johnny ah, Frachet, qui ouais. est coaché par Johnny Frachet, fallait que ça remonte, putain. Par Johnny Frachet, donc lui aussi, pareil, hein, potentiellement, tu vois, il a déjà des combattants à l'UFC, donc il y a des liens, il y a des ramifications, tu vois, mais donc potentiellement, ça pourrait être le cas. En tout cas, celui qui pour moi est le plus proche pour l'instant, puisqu'il y a déjà eu des cas avec le Cage Warrior, justement pour des passerelles, c'est Nicolas Leblond. Écoute, pourquoi pas, hein, ça serait le moment, en tout cas pour lui, d'intégrer l'UFC, ça serait le bon moment, le timing serait plutôt pas mal. Oui. Après, est-ce que de tous les combattants que tu as cités, c'est celui que moi j'ai envie de voir signer, pas spécialement. Ouais. Moi, je me prononce pas parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, donc tu vois, oui, moi j'ai envie de le voir à l'UFC parce que je le connais très bien, parce que il s'entraîne à Liner Fight, parce que il est coaché par Nicolas Filipponi, qui est un ami, parce que tu vois pour X ou Y raison. Donc là, pour le coup, j'avoue que c'est totalement en dehors du sportif ou quoi que ce soit, même si attention, Nicolas Leblond, ça reste des gros finishes, ça reste un combattant qui est intéressant à voir, tu vois.
quand même dans une cage qui est Ouais, assez mais je complète. sais pas. Alors je sais pas pourquoi. Hein, là, c'est une inconnue puisqu'on l'a pas vu évoluer encore là-bas. Et j'ai énormément de mal à le voir performer au niveau de l'UFC. Là où je me pose des questions sur l'évolution potentielle d'un Axel Sola, tu vois, par exemple, si on fait la comparaison, ça m'intéresse de voir Axel Sola à l'UFC, vraiment. Je dis pas qu'il va au bout, au loin de là, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le chemin m'intéresse. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais parce que voilà, parce qu'on l'a peut-être un petit peu, enfin, en tout cas, toi, tu l'as peut-être un petit peu plus suivi de sa carrière amateur à sa carrière professionnelle, parce que il est sur Ares, que tu vas peut-être un peu plus regarder que le Cage Warrior. Tu vois, il y a peut-être un peu de tout ça. Tu vois. Donc bon, Ouais, en non, tout mais après, cas, je regarde les combats de Nicolas Leblanc, hein. Et forcément, attention, je serais très content qu'il signe à l'UFC et je lui souhaite de tout mon cœur. Je le connais pas personnellement. Mais c'est très juste cool. qu'en termes, moi, je parle en termes de ce qui me hyperait le plus. Voilà, je préférerais voir Axel Sola signer. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu sais, chez les 57, il y a de la place aussi. Hein. Alors, il y a un champion qui est ultra dominant, mais il y a de la place. Ouais, tout dépend comment l'UFC veut driver ta carrière. Et puis il y a de la place, oui et non. En fait, tout dépend de ce que tu veux faire à l'UFC. Est-ce que tu rentres pour atteindre les plus hautes sphères ou est-ce que tu rentres juste pour rentrer? Ouais, mais dans ce cas-là, c'est vrai que cette KT-là, le champion, il est ultra dominant, donc c'est un peu compliqué. Ah, il n'y a pas C'est que le Pantoja. champion, hein. Il n'y a pas que le champion, hein. Même en dessous, c'est très fort. Oui, Pantoja, Moreno, Royval, tu vois, il y a Attends, effectivement, oui, là, c'est vrai que ah c'est ouais, c'est parce qu'en assez fait, on fort. parle pas. Pantoja, c'est encore un autre monde. Mais déjà, si tu regardes en dessous, c'est, alors cette KT, c'est un bourbier. Ouais. Non, mais tu peux monter, tu peux monter dans le classement. Après, en fait, c'est les dernières marches du classement. Attends, je vais retourner. Je suis que sur la page du classement depuis tout à l'heure de toute façon. Effectivement. Alors Royval, Moreno. Ouais. Après, ouais, non, c'est vrai que c'est un bourbier. Seg, Joshua Van. Je te dis, c'est un bourbier de fou, cette KT. On se rend pas compte parce que Pantoja, il est en train de démembrer tout le monde. Donc on se dit, finalement, il y a que Pantoja qui est fort. Mais toute la KT, c'est un bourbier. Ouais, c'est vrai. Non, non, je dis pas qu'il y a que Pantoja qui est fort, mais en tout cas, oui, non, c'est vrai Non, que. non, je dis pas toi, hein, mais on a tendance à penser ça parce qu'il bat tout le monde, tu vois. Mais c'est juste qu'il est un peu plus fort que les autres. Mais les autres sont déjà des tueurs à gages. Ça, j'avais pas vu en fait dans le classement, mais Kaya Sakura qui a combattu contre Pantoja, il est redescendu à la 15, enfin, en tout cas, il est redescendu, il est rentré à la 15e place. Ah, il est passé du titre Ouais. à porte du top 15, quoi. Truc de ouf. Sors les rames. Sors les rames pour naviguer en plein tsunami. C'est compliqué. Écoute, en tout cas, comme chaque année, tu sais, c'est marrant parce on a, alors cette année, j'ai l'impression que l'année dernière, on avait un peu plus de mal à projeter les combattants qui potentiellement pourraient être sur la carte. Je sais pas pour toi, mais de mémoire, je crois qu'on avait eu un peu plus de mal. Cette année, c'est un peu clair. Par contre, pour le coup, c'est sur les adversités. On va voir comment ça va se passer. Mais bon, potentiellement, ce qui est bien, c'est que l'avantage de ces UFC Paris, c'est qu'on voit les combattants évoluer dans le classement au fur et à mesure et dans leur carrière UFC. Donc pour le coup, les adversités vont être de plus en plus intéressantes aussi pour les Français. Tu sais, quand on va les voir, ça va être de plus en plus de gros noms, ça va être de plus en plus des combats très très intéressants. Tu vois, et ça c'est cool. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. J'ai hâte de voir s'il y aura des nouvelles signatures. En tout cas, on comptait sur nous pour en parler quand ça tombera. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire vous ce que vous voyez ou prévoyez pour cette UFC Paris. Euh, Justement, j'en parlais tout à l'heure, Dricus Duplessis qui donne ses conditions pour affronter Nassourdine. Donc on sait qu'il est booké pour combattre contre Ramzat Chimaev pour la prochaine défense du titre. On sait que Ramzat Chimaev, bah, il a prouvé par le passé que bah il n'était pas forcément fiable pour plein de raisons, des raisons soit diplomatiques, soit des raisons de santé, soit des raisons de cutting. Donc il y a plein de facteurs qui font que Nassourdine, qui est backup, puisse intégrer le fight et combattre pour la ceinture contre Dricus Duplessis. Mais Dricus dit l'histoire de Shimaev n'est pas bon. 6 forfaits pour 8 combats, cela fait 8 victoires à l'UFC et 6 forfaits. Il a environ 60% de chances de faire le combat et 40 de l'annuler. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Je m'entraîne pour le combat, je dois être honnête. Si Shimaev se retire, je ne vais pas combattre Imavov car je veux combattre Ramzat. Je ne veux rien d'autre.
Si je suis déjà sur place à 2 semaines du combat, j'affronterai Imavov. Si Chimaev se retire, mais si, j'affronterai Imavov si Chimaev se retire. Mais si Ramzat annule à 4 semaines avant, je ne combattrai pas. J'attendrai qu'il soit prêt, car je veux le combattre lui, parce que c'est le meilleur en ce moment. Je veux battre les meilleurs, Imavov le mérite, c'est le contender numéro 1, mais il a battu un gars que j'ai battu. Donc ça, tu vois, ça a le mérite d'être clair, et je pense que c'est pour ça aussi Bah, attends. clair, tout est relatif. Encore une fois, il Ça veut le mérite, qu'il attends. affronte Caio Borraio. Ça a le mérite d'être clair, mais c'est très con. C'est très con de dire ouvertement ça, dans le sens où si demain Khamzat se blesse, il a juste à pas le déclarer en fait, même s'il sait qu'il fera pas le combat, et il le déclare la dernière semaine. Et Imavov Ramzat? prend le truc. Ouais. Bah, à la Ça, condition qu'il veuille qu'Imavov prenne le fight, tu vois. Alors ils s'entendent bien, ouais, tu vois, mais quel intérêt il a? ben, il sait que de toute façon, il aura le prochain combat pour la ceinture. Si c'est contre DDP ou contre Nassourdine, je pense que Khamzat c'est la ceinture qu'il veut. Ouais, mais c'est pas la même chose. Tu sais, pour le coup, s'il se blesse dans les 4 semaines, tu vois ce que je veux dire, et qu'il y a le combat, ça veut dire que Dricus, en fait, ça repousse. Tu sais, tout dépend de la blessure, tu me diras, mais ou tout dépend du problème, de la problématique, mais ça repousse le combat quand même à plusieurs mois. S'il le dit pas et qu'il attend qu'il soit remis, si c'est quelques semaines, tu vois, il attend beaucoup moins longtemps. Ouais, oui, c'est vrai. Si c'est un petit truc, ouais. Non, ouais, c'est vrai. Non, c'est moi qui ai été con, hein. Ouais, c'est vrai. Arrête, sois pas si dur avec toi. Ah, si, des fois, ouais. Des fois, faut être objectif. Faut être honnête envers soi-même. Ah, je sais ce que je me dis tous les jours. Tous les jours quand je me regarde dans la glace, c'est sois honnête avec toi-même, Jarod. C'est le mec qui s'appelle Jarod dans la vraie vie. Sois honnête avec toi-même, Jarod, t'es qu'une merde. Tu sais. Donc ouais, non, c'est compliqué. Non, mais lui, tu sais, j'ai l'impression que Dricus, il est en train de jouer aussi psychologiquement avec Nassourdine. Tu sais, c'est surtout ça, de faire un peu ce que fait John Jones. D'ailleurs, justement, Nassourdine a répondu là-dessus. Tu sais, quand il lui dit, vas-y, va combattre contre Caio Barrayo, c'est ce qu'il avait fait la première fois. En fait, il met en lumière que le fait que Nassourdine est fort, il le sait. Il sait que c'est un combattant, que c'est un bourbier, très complet, excellent de boxe, bonne lutte. Enfin, tu vois, il sait que c'est pas un combat facile non plus, tu vois. Donc, il veut pas le mettre je pense il veut pas le mettre dans les meilleures conditions si Mhm. jamais les deux doivent s'affronter. Je pense que c'est pour ça, de le mettre un peu dans cette dans cette incertitude de qu'est-ce que je fais, je cut pas, je me prépare bien, je me prépare pas bien. On Il sait a qu'il va raison. bien se préparer. On le sait. Il a Mais raison. Il a psychologiquement, raison. il l'impacte. Il a raison. Tu sais, on parlait la dernière fois, on parlait de la difficulté de Nassourdine à faire une préparation parce que finalement, il savait pas qui il allait affronter potentiellement si jamais il affronte quelqu'un. On sait pas de Bien quel sûr. côté, parce qu'on parle de Khamzat qui se blesse. Ça peut très bien être à l'inverse, Didi qui se blesse, tu vois. Mais la réalité est vraie aussi des deux autres côtés finalement. Tu vois, alors un Shimaev, finalement, lui ne changera absolument rien à son jeu parce que son schéma est toujours le même. Mais un Bien sûr. DDP, selon la façon, selon le combattant qu'il va prendre, que ce soit Shimaev ou que ce soit Nassourdine, la stratégie sera différente. Parce que même s'il amène du chaos, il a quand même une stratégie qui respecte Dricus à chaque fois. Bien Donc sûr. finalement, son travail psychologique là contre Nassourdine, c'est un début de prépa à l'affronter en fait. Tu vois, le mettre dans le Oui. doute. Et un travail qu'il a déjà fait déjà par le passé quand il venait de faire sa défense de titre. Tu sais où enfin juste après plutôt le combat de Nassourdine contre Adesanya où déjà il lui disait non t'enflamme pas, va prendre Caio Borraio, tu vois c'est vraiment ça. Il veut le pousser dans les bras de Caio Borraio et en vrai de vrai il veut aussi éteindre une des deux hypes par là. Tu vois, je pense que parce que Dricus il est pas fou, il sait que les deux ils montent l'un après l'autre parce que c'est pas parallèle, hein. On peut pas les mettre au même niveau. Mais il y a Nassourdine et puis derrière il y a Borraio qui pointe le bout de son nez. C'est deux profils jeunes, c'est deux profils compliqués. Donc le fait de les pousser à s'affronter si jamais ça venait à fonctionner et potentiellement pourquoi pas par exemple sur un UFC Paris, tu vois les deux qui s'affronteraient, eh ben au moins il n'a plus qu'un bourbier en ligne de mire. Tu vois, parce que l'autre va redescendre un petit peu et puis il faudra qu'il refasse un ou deux combats avant de revenir. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant.
Maintenant, tu sais, je parlais tout à l'heure du cutting sur le fait que c'était pas une obligation que l'UFC, tu vois, était en train de d'aviser pour la rumeur dont je parlais tout à l'heure. Finalement, quand tu regardes, effectivement, tu vois, quand on parle, alors c'est très tôt, mais il dit juste si je suis sur place, j'accepte de l'affronter. Mais donc, visiblement, tu vois, il parle de 2 semaines, donc ça serait vraiment limite en fait, ce backup, c'est un très short notice entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le fait de dire ça aussi, c'est potentiellement, alors qu'il fait pas de gros cutting, Nassourdine, donc c'est pas trop gênant. Mais tu vois, prévoir la descente de poids, si ça se fait au dernier moment, tu vois, il va falloir qu'il mette un coup d'accélérateur sur la dernière ligne droite. Je pense pas que ça pose Oui, problème donc, parce qu'il cut pas beaucoup, ouais, mais donc mais dans finalement, l'énergie, c'est la con. gestion de l'énergie, c'est compliqué. Oui, mais finalement, en fait, il va rien changer à son habitude, Nassourdi. Il va faire son cutting complet. Enfin, il va faire sa perte de poids. Il va faire tout ce qu'il fait habituellement. Sinon, il va se retrouver. Si jamais il doit vraiment prendre le short notice à la dernière minute, il va se retrouver baisé s'il fait pas ce qu'il fait d'habitude. Ah, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Parce que là, on a beau dire ce qu'on veut, je pense que Nassourdine, de toute façon, gérera sa descente, même s'il est pas dans l'obligation de le faire, tu vois, et qu'il faut attendre enfin que, je parle toujours de cette rumeur, hein, mais que l'UFC lui donne le go, vas-y, c'est bon, fais ton cutting, parce que là, on est dans quelque chose de sérieux. Je pense que de toute façon, il aura déjà mis les bases Et et les puis, bornes pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. au-delà de ça, je pense que t'envoies quand même un bon message à l'UFC quand t'arrives à faire le poids championnat, parce que c'est pas le même poids. Bien Tu sûr. vois, quand le backup se pèse au poids sans problème, tu vois qu'il a réussi à être sérieux, etc. Ça envoie quand même un bon message. Tu vois, tu sais que, ok, le mec est sérieux, le mec, on peut compter sur lui. D'accord. Je suis d'accord. En tout cas, Nassourdine lui rentre pas dans ce jeu-là. Il a dit merci pour le compliment de Dricus du Plessis, mais tu n'es pas Jones. S'il se passe quelque chose, tu ne bloqueras rien. Si tu n'es pas prêt à défendre ta ceinture, laisse ta place. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. C'est simple, c'est efficace. Pas de fioriture. Tu vois, t'es pas John Jones. C'est soit tu combats, soit on fait un titre intérimaire. Bon, ça dans les faits, enfin ou un vrai titre. Enfin non, je pense que ça sera un titre intérimaire. Mais dans les faits, bon, ça n'arrivera pas parce que j'ai du mal à voir l'UFC se priver de la grande star qu'est Dricus du Plessis. Donc j'ai du mal à les voir organiser en fait c'est même impossible. Tu sais, un titre intérimaire comme ça au pied levé, avec un adversaire qui débarquerait d'on ne sait où. Enfin, tu vois, par exemple, un Caio Borraio à la dernière seconde. Moi, j'ai du mal à voir le truc arriver quand même, tu vois. C'est une façon de parler, mais ça reste, euh, ça reste une réponse en bonne et due forme. C'est juste ça. Ouais, ouais, ouais. Non, il y aura pas de ceinture intérimaire. Il y aura pas de ceinture intérimaire. Donc, bon. Après, moi, j'y crois en ce Sauf fight. si, Enfin, sauf si c'est Dricus qui se blesse. Mais écoute, moi, ouais, je sais pas. Je pense que ce combat, on va vraiment le voir. Le Dricus ouais, Shimaev. je pense aussi. Je pense que s'il a été organisé, c'est que tout est déjà prêt pour que ne serait-ce que d'un point de vue administratif, déjà ça se passe. Après, il reste toujours le côté santé, mais bon, normalement, je pense que ça se fera. Ouais, je Je pense pense que ça aussi. se fera. Et donc, potentiellement, tu vois, si ça se fait, on pourra avoir Nassourdine à Paris, en main ou en co-main, va savoir. Donc bon, contre Strickland, Bah, contre Strickland. Nassourdine. Non, mais Nassourdine, c'est du main event, là. Moi, je suis d'accord avec ça. Non, c'est parce que j'ai vu des gens le mettre en co-main avec un BSD en main event. Mais effectivement, Nassourdine, c'est un Bah, main event non. sûr. Ah, pour moi, oui. Ah, non. Enfin, c'est main event sûr. S'il y a Nassourdine et Benoît Saint-Denis sur la carte, c'est Nassourdine qui passe devant. Bah, il est mieux classé, de toute façon. Juste par le côté classement, il passe devant. Sûr. Bref. On verra. On verra comment ça se passe. On parlait de John Jones. On va continuer avec le feuilleton, justement. John Jones prêt à abandonner sa ceinture. Donc c'est déjà enfin c'est pas la première fois qu'il en parle hein, parce que tu sais on oublie un peu ce facteur-là. Il l'avait déjà dit par le passé dès le début. Il avait dit moi je suis prêt à abandonner. Après Miocic il avait dit moi je suis prêt à abandonner ma ceinture. Donnez-moi juste un combat un super fight contre Pereira, je suis un homme heureux. Donc il l'avait déjà dit. Là il l'a redit. Jones a répondu sur X à des questions auditeurs. Il dit merde, j'ai 37 ans maintenant. J'ai mal partout pour être honnête. C'est marrant comme Tommy Boy ne dit rien aux cadors de sa génération. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il prononce à peine leur nom. On lui a demandé comment il comptait battre Aspinal. Il dit en ne lui offrant même pas l'opportunité. Et il dit n'oubliez pas, on ne peut pas déshabiller un type comme moi à ce stade.
Je donne la ceinture librement. Veni, vidi, vici. Donc ça c'est les réponses qu'il a données aux auditeurs. Il a aussi donné plus de précision sur la situation sur une autre prise de parole. Il a dit j'ai parlé à l'UFC il y a longtemps de mes projets futurs. Je ne me suis pas vraiment entraîné depuis mon combat à New York. Honnêtement, je pense qu'il est dans l'intérêt de l'UFC de continuer à me présenter comme le champion de la compagnie et non Tom. Je n'ai pas fait je n'ai fait que jouer ce rôle d'employé modèle en ne faisant rien du tout et en conservant la position. Et honnêtement, ça a été incroyablement lucratif. J'ai gagné plus d'argent grâce à la ceinture intérimaire que Tom que Tom lui-même. Ça craint de voir le reste de la division ralentie comme ça, mais ça n'a rien à voir avec moi. Je ne tire pas les ficelles. Donc ça, c'est marrant. Je lis tout et puis après on en parle. Comme ça, c'est. Ouais. Donc je ne tire pas les ficelles. Dana White, lui, il fait le surpris. Il a répondu aux journalistes. Il dit qu'il était pas. Il a dit qu'il était prêt à abandonner sa ceinture. C'est complètement dingue. Tu sais le mec, je le joue avec, tu vois, travail d'acteur, moi comme Cyril Gann. Mais c'est complètement dingue. Il a dit qu'il était prêt à abandonner sa ceinture. Il dit j'ai été occupé, je n'ai pas suivi les rumeurs. Il est soit revenu aujourd'hui, soit hier, ou peu importe. John c'était en Thaïlande. Il est rentré chez lui le soir. Ce soir, il sera à la maison. Mardi, on va régler ça. Donc, beaucoup de sorties, encore une fois. Ce qui est marrant, c'est que il y a quand même tu sais, t'as tout et t'as un peu tout dans ces déclarations. Tu sais, t'as tout et puis t'as rien. On en a parlé la dernière fois. Je me suis fait un peu allumer dans les commentaires parce que j'étais pas cohérent, parce que ceci, parce que Jones machin, il fait chier, il y a la pétition et puis Jones c'est qu'une merde, donc si t'essaies d'aller un peu plus loin que le bout de ton nez, tu deviens une merde comme Jones aux yeux des gens. Mais ce qu'il dit, c'est très vrai. Tu vois, quand il dit je ne tire pas les ficelles, aujourd'hui l'UFC préfère m'avoir en tant que champion pour des raisons qui les regardent, sûrement. Je le redis encore une fois, pour la vente des droits télé de l'UFC. Il le dit lui-même, là. C'est une réalité. Après, il joue de ça lui fait gagner de l'argent. Le fait de jouer de ça lui apporte des compensations financières. Il en est très content. Lui, il va pas, de toute façon, il va pas cracher dans la soupe, hein. Tu sais, tant que ça lui rapporte quelque chose, il va pas cracher dans la soupe. Mais en vrai de vrai, quand il dit je ne tire pas les ficelles, c'est vrai. Alors après, paradoxalement, il dit qu'on peut pas déshabiller un mec comme lui. Ça, tu vois, ça va en concurrence avec ce truc-là. C'est-à-dire que, ok, c'est pas moi qui tire les ficelles, mais en même temps, on peut pas faire n'importe quoi avec moi, je ne suis pas un employé lambda. Tu vois, c'est un peu ce qu'il veut dire par là. C'est un peu moi qui décide ce que je fais. Maintenant, dans les faits, je pense que Dana White, s'il a décidé s'il avait voulu lui retirer la ceinture, déjà, d'une part, il aurait accepté qu'il la rende, puisqu'il avait proposé déjà par le passé de la rendre et il le propose encore aujourd'hui. Et surtout, il lui aurait retiré si jamais ils avaient voulu. Il faut juste aller plus loin que le bout de son nez. Il y a des choses qui se trament en coulisses. John Jones est un maillon de ce qui se trame. C'est pas le seul fautif dans cette histoire. Oui, c'est pas le seul fautif dans cette histoire, mais il accepte cette mascarade parce que ça lui sert. Mais ça, c'est une réalité. Mais qui n'accepterait pas ça? Enfin, en soi, tu vois, dans le sens où, comme il dit, c'est incroyablement lucratif, cette période pour moi. Le mec, il combat pas, il est en train de s'éclater en Thaïlande, et en même temps, il gagne plein de thunes. Lui, il est en train de faire sa retraite. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire que c'est un combattant qui est là depuis assez longtemps, et qui est là depuis que nous-mêmes on suit le MMA. Quand on a commencé à suivre le MMA, tous les deux, il était déjà là, je crois. C'est vous Non, dire... non. Oh, presque. Dans les années 2000. Attends, il a commencé... Attends, c'était quand ses premiers Non, combats, non, John il a Jones? commencé vers 2010, John Jones. Ah, 2010. Putain, j'ai toujours un problème avec les dates, moi. Ah oui, non, effectivement, ouais. Ouais, on suivait les... Ouais, mais bon, 2010, ça fait quand même 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne partie du moment où on a suivi le MMA. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on l'a toujours connu. Aujourd'hui, il est en train de préparer sa retraite. Le mec, il a 37 ans, il est en train de préparer sa retraite. On peut pas l'en blâmer derrière. Encore une fois, je le redis. Il a, pour l'instant, il coffre pour sa retraite. Tu vois? S'il peut s'assurer un dernier super fight, on verra ça tout à l'heure, il le fera. Et il est dans une recherche de legacy. Sa legacy, elle passe par le fait d'affronter quelqu'un qui a une valeur médiatique, entre guillemets. Le problème pour lui, c'est qu'aujourd'hui,
Tom Aspinall n'a pas cette valeur médiatique. Plein de raisons. Ouais. Alors oui, d'un point de vue valeur médiatique, ça je suis d'accord. Thomas Spinall ne l'a pas. Thomas Spinall représente le côté sportif. Actuellement, Thomas Spinall, c'est le plus grand défi de John Jones, sportivement. De toute sa carrière, tu penses? Parce qu'il y Oui. a ça aussi, tu sais. Tu penses que de toute Moi sa je carrière, pense, c'est le moi plus je grand pense de défi? toute sa carrière. Ouais. Tu penses que c'est l'adversaire le plus redoutable qu'il ait jamais affronté? Quand tu refais le film. Stylistiquement, stylistiquement pour lui, oui. Parce que t'es toujours dans le cadre du puncher. T'es toujours dans cette idée que John Jones n'a pas affronté un gros puncher, c'est ça? Non, il a affronté des mecs qui punch, mais pas Non, comme mais Aspinall, qui n'ont je pas parle de cette, Rumble. Ouais, moi je voulais voir ce combat. Parce que je pense que là, on avait déjà parlé, je pense que la faiblesse de Jones, c'est en anglaise, qu'il y a des failles à exploiter, que quand Jones n'a pas l'avantage d'envergure ou autre, alors il a toujours plus d'allonge que tout le monde, mais en termes de gabarit, là, tu vois, c'est l'avantage, il sera du côté d'Aspinal, je pense. Donc oui, pour moi, c'est l'adversaire le plus compliqué pour lui. Ouais. Bon, alors oui, à l'instant T, oui. Tu vois, un Jones plus jeune, tu vois, j'aurais été moins. Tu sais, si tu remets c'est parce qu'on est dans le contexte, tu vois. Tu le remets de ça il y a presque 10 ans, peut-être même un peu moins de 10 ans, tu vois. Je sais pas si j'aurais été aussi catégorique que ça. Bah si ouais, si, moi je pense que si, parce qu'Aspinal aussi aurait eu, bah on peut pas se projeter aussi loin, c'est pas possible. En fait, c'est impossible. Parce C'est que c'est ça, impossible c'est parce que là, qu'on, on voit un John Jones qui est vieillissant, tu vois. ouais. Et même, de toute façon, ils évoluent pas dans la même KT, donc c'est quasi impossible de se projeter. Mais en tout cas, pour ce qu'il apporte dans la cage, je pense qu'Aspinal est un des plus gros tests de Jones en carrière. À ton avis, puisqu'on en parlera juste après, Aspinal, plus gros test que Ngannou? Ouais, Parce que là, je en termes vois, de punch et de boxe, ça se vaut, ouais, mais pas en termes de sol. mais pas en termes de sol. Ça, je suis d'accord avec toi. On en parlera tout à l'heure, on parlera de Craig Jones et tout ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est une réalité. Mais bon, encore une fois, tu sais, moi, je sais pas si je peux le blâmer de tout ça, tu sais, seulement lui. Oui, il en joue, oui, c'est lourd. C'est une réalité. Oui, il va te faire une sortie médiatique qui dit quelque chose, qui dit blanc un jour et puis qui dit noir le lendemain. Tu vois, bien sûr. Il joue avec ça, il joue avec le public, il joue avec la situation, tu vois. Mais bon, force est de constater quand même que on sait pas sur quel pied danser parce que quand tu regardes l'UFC et quand tu regardes John Jones, les deux disent que ils sont d'accord. Enfin, tu vois qu'ils ont réussi à, tu vois, lui il parle des projets futurs, de ses projets futurs, qu'il a dit ça à l'UFC, il dit je sais pas est-ce que l'UFC sur quel pied l'UFC danse et pourquoi on en est là, on est dans cette situation. L'UFC dit que le combat il est bouclé, que John Jones a accepté le combat, qu'il a juste à signer, et qu'ils comprennent pas pourquoi c'est pas encore fait. Tu vois, dans les deux, tu sais, j'ai l'impression, j'habite à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, tu sais, quand t'as un problème dans la ville, là, tu vas poser la question à la ville, ils vont te dire c'est pleine commune. Tu vas dire tu vas aller à pleine commune, ils vont dire non, c'est Saint-Ouen qui gère. Tu vois, t'as toujours ce rejet de faute mutuelle. Mais j'ai l'impression qu'entre l'UFC et John Jones, tu vois, c'est un peu la même chose. Tu vois, John Jones, il dit non, mais les frérots, c'est l'UFC qui pose problème, c'est eux qui bloquent. Vous savez bien, moi je cherche pas les ficelles. Et t'as l'UFC qui dit non, bon, on s'est mis d'accord sur tous les termes. De toute façon, je comprends pas pourquoi ce combat il se fait pas encore. Je sais pas pourquoi c'est pas matché. Sauf que dans les deux cas, c'est vrai, je l'avoue, que je préfère croire un peu plus John Jones parce que bah, l'UFC s'il boucle un combat, enfin, tu vois, ils ont plus de pouvoir que John Jones. Demain, ils disent, voilà, ça sera telle date. John Jones, il dit non. Bah d'accord, salut. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, Donc, c'est vrai. j'ai plus de facilité, encore une fois, à croire que le côté John Jones. Ouais, c'est vrai que sur ce point, oui, l'UFC peut, en tout cas, a le pouvoir de stopper la situation. Là où Jones, il n'a aucun pouvoir. C'est ça. C'est ça. Et quand t'as Dana White, tu vois, moi je suis désolé, mais quand un Dana White dit, ah bon? Il a dit qu'il allait laisser sa ceinture? Je suis pas au courant, on va en discuter mardi. Je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule. Genre, il est pas connecté H24 sur certains de ses gros combattants. Ou alors quelqu'un Ouais. de son entreprise qui a le Bah numéro oui. direct de Dana White qui lui dit écoute Dana, John Jones il nous a sorti une petite dinguerie. Tu vois, il l'a pas découvert en conférence de presse ce truc-là. Et on ne gère pas une Ouais, entreprise comme l'UFC en découvrant les trucs comme ça par les journalistes. Non, c'est pas possible. non, ça c'est clair.
Mais bon, c'est Dana White et son jeu d'acting. Lui aussi, il peut aller au Festival de Cannes. Ah, lui, pour le coup, c'est vrai. Lui, pour le coup, c'est vrai. Dana White lui croit véritablement en ce combat et veut absolument laisser sa place à Thomas Pinal. Hein. Il a dit, on lui a promis, on va lui donner. Parce que il y a un nouvel élément qui est sorti là cette semaine, c'est que Ngannou est revenu dans l'équation. Alors il est jamais vraiment parti de l'équation, mais à distance. Tu vois, où le combat, tu sais, c'était une chimère où il n'y avait pas de potentiellement de prise de position nette. C'est comme ça, oui, pourquoi pas, et tout ça, et puis de toute façon ça se fera pas, et puis de toute façon Dana White ne donnera sa chance, ne donnera jamais sa chance à Ngannou. Là, il y a eu une prise de parole d'Eric Nixik, qui est le coach de Francis Ngannou, qui dit à 100% partant pour négocier le retour à l'UFC. Je pense que c'est plus une question de business que d'ego. Sa motivation, ce n'est pas l'argent, c'est la compétition. La meilleure compétition est à l'UFC. John Jones a réagi. Il a dit, j'entends que Ngannou est toujours intéressé. Là, on parle d'un vrai super combat. Un choc de champion, pas juste du buzz. Il a détenu la ceinture UFC. J'ai défendu la mienne pendant 10 ans. Deux rois venus de deux chemins différents. Pas juste une hype du moment, mais deux vraies légendes qui s'affrontent. C'est ce genre de combat qui rend mon histoire spéciale. Et Ngannou a fini par répondre. Toi, tu t'occupes de l'UFC, je m'occupe du PFL, et nous allons enfin savoir qui est le roi des poids lourds. Et là, oui non, le roi des poids lourds. Ok, j'ai écrit en patte de mouche. Donc voilà, ça rajoute un élément parce que là, les deux sont vraiment déterminés, les deux poussent pour ce combat. Eric Nixik dit qu'il est ok, enfin que vraiment il pourrait y avoir des négociations. Je sais pas ce qui se trame en coulisses. Toi, tu m'as parlé d'un élément hier quand on était en off. Vas-y, redis-le. Avec Hunter Ah Campbell. non, c'était oui, non, c'était en écoutant Jab Life, en écoutant Jab Life avec Alex Herbinet et Aldric Cassata qui parlait de ça, où il disait que si c'est Dana White qui prend la décision, il y a peu de chances que ça ait lieu, parce qu'on connaît le l'ego de Dana White. Alors même s'il sait le mettre de côté de temps en temps quand il le faut, là il y a quand même une rancune et une rancœur particulier vis-à-vis d'Ngannou. Je suis sûr que si la décision lui revient, ça n'arrivera jamais. Maintenant, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est Aldric Cassata qui a relevé ça, que à la droite de Donald Trump, la dernière fois c'était Hunter Campbell, il me semble, et que ça voudrait peut-être dire que finalement le lead c'est lui qui le prend à l'UFC, que Dana White reste la figure de proue parce que c'est lui qui est connu de tous, mais que pourquoi pas Hunter Campbell prendrait plus le rôle de décisionnaire. Et si c'est le cas, et que tu primes le business plutôt que ton côté personnel, bah évidemment que tu signes ce combat. C'est le combat que tout le monde veut voir. Là, tu parlais de côté médiatique. Mhm. Alors oui, oui, alors là, côté médiatique, tu regroupes vraiment tout ce qu'il faut pour faire sûrement, honnêtement, hein, j'ai beau réfléchir là, je crois que t'organises là le plus grand combat poids lourd de tous les temps. Là, on serait sur du niveau, pour moi, avant celui-là, c'était Cro Cop Fedor. MMA, tu veux dire. MMA, oui, Juste oui, je parle MMA. en Ouais. MMA. Non, non, je parle, oui, bien sûr. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, et même sportivement, c'est intéressant. Enfin, tu vois, il y a le côté Hmm. sportif aussi. Il y a les deux qui sont... parce qu'avec l'évolution d'Ngannou sur son MMA, tu vois, on a vu aujourd'hui qu'il avait quand même un MMA beaucoup plus complet qu'à l'époque où il avait affronté Miocic pour la première fois. Par exemple, où tu voyais qu'avec une bonne stratégie, tu pouvais te défaire d'Ngannou. Là, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il a évolué en boxe anglaise, parce qu'il a évolué en lutte, parce qu'il a évolué au sol. Justement, grâce à Eric Nixik. Euh, donc... euh, donc ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. D'autant plus que Ngannou, là, on parlait des éléments, tu vois, qui faisaient que on pourrait donner un peu plus de crédibilité à ça, c'est que Ngannou, il va être agent libre. Donc, qui dit agent libre dit il sera plus soumis au PFL. Donc potentiellement, tu vois, on pourrait le voir. Dana White, il a déjà mis son orgueil de côté. Alors, tu sais, on prend souvent l'exemple de Tito Ortiz. Tu sais, qui détestait Dana White, et Dana White le détestait, et qu'il arrivait à la pesée avec un t-shirt Dana White is my bitch. Sauf que, en fait, il y a un élément qu'on oublie avec ce truc-là, c'est que l'UFC, c'était pas l'UFC d'aujourd'hui, à cette époque-là. C'était un UFC qui était en construction, et que pour
arriver à faire monter l'UFC au niveau où elle est aujourd'hui, il fallait faire des concessions. Dana White a su faire ses concessions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'UFC, c'est la maison mère. Il n'y a plus besoin de faire ses concessions. Donc s'il a décidé que quelqu'un ne reviendrait pas, il n'a pas besoin, tu vois, que ce quelqu'un revienne. Mhm. D'autant plus que Dana, il dit, je n'ai pas Ngannou sous contrat, et c'est Aspinal qu'il faut. John a accepté le combat contre Tom Aspinal, ce sera lui et personne d'autre. Et quand on lui pose la question, est-ce que Ngannou va revenir, il dit probablement pas. Alors c'est ce que j'aime, ça je l'ai déjà noté, j'en ai déjà parlé justement au sujet de Dana White. J'aime bien ces petites tournures de phrases, tu sais, qui finalement ne sont pas des affirmations. Tu sais, quand il dit probablement pas, il dit pas ça n'arrivera jamais, tu vois. Oui, il Et laisse toujours une petite porte brèche. ouverte parce que ça fait parler les gens en fait. Ben oui. Tu vois, ça laisse toujours espérer. Lui-même sait lui-même sait que Dana n'est pas décisionnaire à 100%. Il y a des gens au-dessus de lui, il y a des investisseurs, il y a des gens plus puissants que lui. Et donc, franchement, il prendrait un risque de dire que quelque chose n'arriverait jamais si au-dessus on lui ordonne de le faire. Tu vois, il passerait pour un mec pas crédible. On est Donc c'est pour d'accord. ça finalement qu'il laisse une porte ouverte à chaque fois. On est d'accord. Mais bon, en tout cas, tu vois, pour le coup, encore une fois, même cette situation avec le retour d'Ngannou sur le devant de la scène, bah ça montre encore une fois, tu sais que Aspinal, en fait, on l'oublie bien vite. Tu sais, t'as beau avoir une pétition qui fait 200 000 signatures. Alors comme dit Dana White, il dit attendez, il y a combien de millions de personnes qui regardent du MMA et du UFC particulièrement? Il y a des millions de personnes. Il dit donc c'est pas 200 000 qui, en gros, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Il dit c'est vraiment une goutte Mhm. d'eau dans notre public, ce qui est une réalité. Maintenant, force est de constater quand même que bah tu oublies bien vite Thomas Spinal dès que tu commences à parler d'un combat contre Ngannou. Tu vois, c'est demain Ngannou, l'UFC dit OK, il revient et potentiellement on organise le combat contre John Jones. Je vais te dire que toutes les personnes qui sont là et qui sont en train de s'offusquer du fait que Spinal est le titre intérimaire, il y en a certains qui continueront à le dire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais t'inquiète pas que cette situation, elle va vite être mise de côté, et les gens, ils en auront rien à secouer que Thomas Spinal, il défende sa ceinture intérimaire. Ils vont vouloir voir Jones contre Ngannou. C'est une réalité. C'est pour ça, au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face. Jones est une superstar, Aspinal n'en est pas une. Certes, et ça, il faut le dire légitimement, il est la nouvelle génération. Potentiellement, il peut battre John Jones, il peut faire ce que personne n'a fait avant ça, il peut être un champion dominant, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il joue dans deux cours différentes. Et il faut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Je parle d'un point de vue star power et médiatique. On peut pas les mettre sur un même pied d'égalité. Ils ont pas fait la même carrière. John Jones, et je le dis et je le répéterai toujours, et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, je le répéterai toujours, il a mérité de pouvoir faire ça. Je dis pas que c'est légitime, je dis pas qu'il a raison, on peut être vénère, tu l'as dit, tu l'es, t'as envie de le voir bras en croix dans la cage, mais je sais que toi et moi on sera d'accord là-dessus, même si tu penses ça, tu sais très bien qu'il a mérité d'arriver dans cette sphère de peu de gens qui peut se permettre de faire ça, parce il a fait tout ce qu'il fallait faire avant. Il a été dominant. Parce que c'est le GOAT, parce que ceci, parce que cela. Ouais, ouais, ouais. Et c'est une vérité que si Ngannou revient, tout le monde veut voir ce combat. Parce qu'Ngannou c'était le champion, le champion qui est parti avec la ceinture. Donc il y a ce truc à faire. En tout cas, d'un autre côté, là, je sors une seconde de l'UFC. Pour le PFL, c'est catastrophique. Cette gestion de tout ce qu'ils font, en fait. C'est catastrophique parce qu'Ngannou, finalement, n'a rien apporté au PFL. Ça n'a rien apporté. Ngannou a fait un combat au PFL. En Contre MMA, oui. Bah, c'était en anglaise. un combat au PFL où ça a été, finalement un combat très, très facile. Euh, où il a pris un beau billet. Et c'est tout ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucune visibilité particulière qu'il a apporté. Le PFL n'a pas pris plus d'ampleur grâce à Ngannou. Même le Par contre, PFL Afrique, en Ngannou, fait, on n'en entend pas plus parler que ça. non, non, par contre, Ngannou, lui, a pris de l'ampleur
grâce à ce contrat, puisque on a beaucoup parlé de lui et en plus de ça, ça lui a permis de faire ses combats en anglaise. Donc lui pour le coup, son pari, il a été plus que réussi. Lui Bien sûr. vraiment, il a profité de ce contrat-là pour devenir une superstar encore plus qu'il ne l'était. Donc ouais, le PFL vraiment, c'est niveau business, c'est compliqué la gestion. Je suis d'accord, d'autant plus que là, en plus, quand tu vois des sorties comme ça du patron du PFL qui essaie de naviguer dans ces eaux troubles, tu vois, qui dit qu'en fait que le gagnant, il propose en fait à l'UFC qu'on fasse ce combat, Ngannou Jones, et que le gagnant prenne 100% des profits de l'événement, et pour le combattant et pour l'organisation. Tu sais. Donc, sauf que Dana White, il te donne même pas l'heure. Il a même pas répondu à cette affirmation, enfin à cette proposition. Ouais, Il, en c'est, fait, c'est le très mec, il est dos au compliqué. mur. En fait, tu Ouais, sens un mec dos au mur qui se dit, allez, c'est pile ou face. Je mets tapis. c'est ça. Toi, de toute façon, mon organisation, elle va mal. Ça peut pas être pire. Je mets tapis. Il y a ça, et puis il y a aussi ce truc à chaque fois, tu sais, quand je vois dans des discussions comme ça qui le concernent même pas, en fait, parce que finalement, là, c'est le Ngannou presque agent libre qui discute avec l'UFC directement. Tu vois, C'est c'est comme ça. s'il y Il avait un parle petit même pas du monsieur au PFL. milieu. Tu vois, c'est ça, c'est comme s'il y avait un petit monsieur au milieu. Enfin, si, parce qu'il dit, je règle ça côté PFL, tu règles ça côté UFC, donc il en parle quand même, tu vois. Mais, mais tu vois, c'est comme si, moi, tu sais, j'imagine le petit monsieur au milieu, en fait, s'il vous plaît, je suis là. Tu vois, c'est vraiment ça, qui lève la main, qui essaie de sautiller. S'il vous plaît, vous m'avez pas vu, tu sais, mon fils de 4 ans qui est là. Papa, 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 qui essaie de me poser une question quand je suis en train de parler entre grandes personnes. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Donc, c'est, effectivement, il sort pas grandi, de cette collaboration et il sort pas grandi non plus de cette annonce-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Non, non, non. On verra Donc, la suite. la suite, c'est justement en cas de combat Jones à Spinal, pour clôturer un petit peu ce dossier, Craig Jones s'est proposé et a déjà commencé à entraîner Thomas Spinal. On sait que John Jones, ça fait deux Jones là dans cette histoire, il va pas falloir qu'on se trompe. John Jones a comme coach de grappling Gordon Ryan. On sait Mais que Gordon Ryan et Craig Jones sont en guerre, l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, Craig Jones a proposé à Thomas Spinal d'être dans mais son attends, coin et de l'entraîner. juste une seconde. Je Ouais. te coupe. Parce que ça, dans un épisode d'actu, on en a parlé. On a déjà parlé? Ah, certains. Certains. Alors, certes, mais il y a un petit truc en plus. Et je sais pas si t'as suivi, mais il y a une vidéo d'entraînement Ah non, ça, j'ai pas qui a vu. fuité. T'as pas vu? Parce que moi, c'est surtout ça, en fait, qui m'intéresse. Parce que, tu sais, on a souvent parlé d'analyser Thomas Spinal et on disait, ouais, mais le problème, c'est qu'on sait pas vraiment son niveau. Parce qu'on l'a pas vu énormément au sol. Donc là, je l'ai vu. Alors, c'est une vidéo qui dure pas super longtemps, hein. Je te l'enverrai. J'essaierai de la retrouver, je te l'enverrai. Moi, c'est mon fournisseur officiel de vidéos et d'infos qui est Imanol encore qui me l'a envoyé si je voilà et pour le coup ils tournent tous les deux ensemble et franchement honnêtement effectivement il est pas mauvais, il est pas mauvais du tout même. Petit travail pour alors c'est un gabarit qui est complètement autre que celui de Craig Jones, on va pas se mentir, hein. Mais bon, Craig Jones, c'est pas ça qui va le refroidir. Mais bon travail en papillon, petit renversement et tout ça. Il a réussi à stopper son octopus. Enfin, tu vois, pas mal. Franchement, pas mal. Pas assez pour encore avoir assez de matière pour pouvoir voir vraiment son C'est, véritable ça, niveau. c'est logique. C'est logique. Tu sais, il y a cet inconnu, justement, tu le disais, cet inconnu qui fait sa force, finalement. Parce qu'il n'a pas eu besoin encore d'utiliser pleinement son sol. On nous vend juste que c'est une très bonne ceinture noire et qu'il est très fort au sol. Mais justement, on ne sait pas à quoi s'attendre, ni sur quoi se préparer quand il est au sol. Donc il aurait tort d'en montrer beaucoup. D'accord. Mais par contre, c'est une réalité, c'est que quand tu as un œil un peu affûté et aguerri au sol, t'as pas besoin de 8 heures de vidéo pour te rendre compte si quelqu'un sait ce qu'il fait ou si c'est pas ce qu'il fait, tu vois. Et ben, je vous dis, c'est ce Ah qu'il fait. oui, oui, mais ça, il y avait peu de doute. Ça, il y avait peu de doute sur le fait qu'il sache ce qu'il fait. Tu vois, ça me fait penser à Jones, la vidéo courte qu'il met avec Gordon Ryan. Tu vois, c'est un mini extrait, mais tu comprends tout de suite que c'est du très haut niveau de part et d'autre. Exactement. Donc bon. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. J'aime bien cet affrontement
dans la cage et en dehors de la cage. Tu sais, avec l'affrontement des coachs aussi. Cette guerre entre Gordon Ryan et Craig Jones, de toute façon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Craig Jones qui devient un peu qui prend un peu le rôle de Gordon Ryan, qui était un peu l'harceleur du grappling. Ça s'inverse un peu là. C'est clair. Sauf que c'est sur deux aspects complètement différents. Parce qu'on en avait un Ouais, qui était vraiment sur le côté je règne sur tout le monde, de toute façon je vous bats tous, donc y a rien à dire. Tu vois, c'est moi le meilleur. Et lui, c'est plutôt le troll ultime. c'est un troll, ouais. C'est le Ouais. troll ultime. Mais il est drôle. Qu'est-ce qui est drôle. Bref, très bon en communication aussi celui-là. On enchaîne avec Gaethje qui menace l'UFC, donc par l'intermédiaire de son manager, donc c'est son manager, Ali Abdelaziz, le roi des comptes X de ses combattants, tu sais, qui peut prendre des prises de parole parce qu'il a tous les mots de passe et les identifiants de tous ses combattants. Donc qui a porté la voix justement de Gaethje. Il a dit Justin Gaethje affronte le vainqueur. Il a gagné 3 sur ses 4 derniers combats, il a sauvé l'UFC à 2 reprises. Ils avaient besoin de lui et il a répondu présent. Le gars a énormément fait pour ce sport et si quelqu'un dit qu'il ne mérite pas sa chance, il a dit si je n'ai pas le combat pour le titre, j'arrête tout simplement. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que il va y avoir le titre entre Topuria et Oliveira. Il veut être le suivant sur la liste et si jamais c'est pas le suivant, eh ben tout simplement il prendra sa retraite. Ouais. Ouais, alors après, est-ce que c'est un coup de pression de Gaethje qui peut changer quelque chose? J'en suis pas convaincu. Je suis pas sûr que c'est le genre de coup de pression qui fonctionne contre l'UFC. Surtout dans une Pas sûr KT non plus. comme surtout dans une KT comme celle-ci où le choix, bah, t'en as un tas en fait. Tu veux partir, pars frérot. Oui, oui, non mais oui, tu fais du spectacle, oui, c'est une réalité. Mais des mecs qui font du spectacle dans la KT, il y en a plein. Il y en a plein des mecs qui mettent des KO. Encore, Non, t'apportes c'est quelque chose que t'es le seul à pouvoir apporter. Tu peux te permettre de dire, voilà, vous allez perdre quelque chose. Là, finalement, oui, t'es spectaculaire, mais il y a plein de mecs spectaculaires, donc ouais. après les mecs spectaculaires, ils partent à la retraite. Hein. En termes de, je parle de ce qu'ils apportent en termes de KO, tu vois. Enfin, quoi, il y a Poirier qui part à la retraite. Après, il reste Dan Hooker, mais sinon, dans le côté boxeur qui va mettre des KO, finalement, quand tu regardes, quand tu regardes bien, il reste plus que Gaethje et Poirier. Après, il y a Holloway, mais Holloway, c'est pas Ah, encore la même chose, tu vois. Topuria, quand même, qui monte dans cette KT. Qui ça, tu as dit? Topuria. Topuria. Oui, 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 oui. Non, mais Topuria, il sera champion ou pas, tu vois. Je parle en dehors du champion. Je parle dans les prétendants, tu vois. Après, euh, le là le point c'est pas trop Gaethje, c'est Ali Abdelaziz. On sait que c'est le manager le plus puissant de l'UFC. On sait qu'il fait la pluie un peu et le beau temps dans cette organisation, tu vois. Lui pour le coup, il a vraiment un mot à dire sur ce qui se passe. Et le fait que ça soit lui qui prenne la parole, tu vois, ça montre qu'il soutient parfaitement son combattant. Il est pas fou, il sait lui aussi que c'est dans son intérêt d'avoir des combattants qui soient champions ou qui fassent un title shot. On le sait très bien, il sait ce que ça lui rapporte financièrement aussi. Donc quand il fait ça, il fait comprendre aussi à l'UFC que moi, Ali Abdelaziz, je souhaite aussi que mon combattant soit le prochain sur le aligné pour le titre. Après, Gaethje, il faut se rappeler que suite à son combat contre Holloway, il s'est posé la question de la retraite. Il s'est véritablement posé la question de la retraite. Donc je pense qu'il faut le prendre au sérieux là-dessus. Que aujourd'hui, la seule chose qui fait qu'il reste, c'est pas d'aller affronter un énième mec qui monte, mais c'est de tenter une dernière fois sa chance au titre. Donc s'il a pas cette chance-là, il fera pas comme je pense qu'il fera pas comme Poirier à prendre quelqu'un qui arrive de très bas. Il va prendre lui plutôt ses clics et ses claques et puis il va se barrer quoi. C'est juste ça. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, comme je t'ai dit, je suis pas sûr en tout cas, alors, je pense que s'il a le prochain title shot, c'est parce que l'UFC l'avait voulu, mais c'est pas le coup de pression qui a été mis qui fait que ça sera grâce à ça. Mhm. S'il l'a, c'est que c'était prévu. Mais je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose, c'est tout, son intervention. Non non, ça je suis d'accord. Mais c'est vrai à la base des bases, il devait être le suivant. Après avoir battu Fiziev, il lui avait un Ouais, peu pas promis mais quand même, tu vois, c'est en fait ça c'était a du pour le sens. voilà.
Non, mais ça a du sens de toute façon, parce que même contre Makhachev, on avait fini par, même si on le voyait perdant stratégiquement, c'était compliqué, on avait fini par acter le fait que, oui, pourquoi pas, allez, que ça se fasse. Donc oui, ça me dérange pas, surtout si, dans les deux cas, là, potentiellement, si Topuria prend la ceinture, ça ferait un combat intéressant. En tout cas, sur le papier, ça serait intéressant. Et si c'est Oliveira qui prend la ceinture, ça ferait une revanche qui est aussi intéressante, tu vois. Donc, ouais. Et puis on sait que Tsaroukian, de toute façon, ils veulent le faire galérer. Donc oui, il est légitime, Gedji. Exactement. Bah d'ailleurs, Tsaroukian, qui lui a fait une petite sortie en disant qu'il souhaitait une bonne retraite à Geji. Justement, bah écoute frérot, bah bonne retraite à toi alors, puisque tu seras pas le prochain. Tu vois, lui, il est encore dans cette idée de je serai le prochain, tu vois. Donc après, je sais pas quel off il a, mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas sûr que ça soit lui qui sera le prochain prétendant pour le coup. Je pense il va affronter je ne sais pas qui d'ailleurs. J'ai hâte de voir qui vont lui booker, mais je suis pas sûr que ça soit le prochain prétendant. À voir. Parce qu'après l'UFC, hein, on le sait, hein, ça peut être changeant, ça peut vite changer. Mais pour l'instant, en tout cas, normalement, ils sont censés le faire galérer un petit peu pour lui servir de leçon. Donc voilà, on saura très bientôt si Geji Fiziev était la dernière fois qu'on voyait Geji ou pas. On continue, on enchaîne avec du jiu-jitsu brésilien à l'UFC. Hein. On avait dit enfin l'UFC avait dit qu'ils allaient révolutionner le monde du jiu-jitsu brésilien, qu'ils allaient faire les meilleures signatures, qu'ils allaient faire la meilleure offre pour pouvoir faire les meilleurs spectacles de jiu-jitsu brésilien. Ben il commence. Ça commence là ce mois-ci et c'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà plutôt pas mal dans l'idée. Alors, on va voir ce que ça donnera sur le long terme et dans les faits quand ça se passera. Mais pour l'instant, en fait, on est. Alors, ils ont créé, on y est. L'UFC BJJ est lancé. Donc, le premier UFC BJJ qui aura lieu, ça sera le 25 juin. Et en jeu, il y aura la ceinture des poids coqs, donc des 61, des poids légers, donc 70, et des poids welter en 77. Ça sera diffusé sur le Fight Pass, mais avant ça, à partir du 16 juin et tous les jours, il y aura comme un teuf, entre guillemets, qui s'appelle le Road to the Title, avec deux équipes composées de légers et de welter, coachées par Muzumeshi d'un côté et Mikey Muzumeshi et Rerirson Gabriel. Et les deux vainqueurs de ce Road to the Title accéderont à une finale le 25 juin pour justement l'UFC BJJ 1. Donc tu vois, ils font un format un peu comme pour l'UFC, hein, de toute façon, avec 1, 2, 3, 4, 5, avec un teuf qui va sûrement attirer du monde, parce en plus de ça, tu sais, les gens qui aiment le jiu-jitsu brésilien, je pense ils vont vraiment prendre du plaisir à regarder ça sur YouTube, en plus en gratuit sur la chaîne YouTube de l'UFC, tous les jours pour regarder un peu comment ça se passe. Donc en plus, ils font une offre un peu gratuite pour attirer du monde. Ça me fait penser un petit peu à Craig Jones avec le CGI, tu sais, pour attirer plus de peuple. Et surtout, le gros truc, et je sais pas si tu l'as vu entre-temps, c'est qu'ils ont créé une Je aire l'ai de pas combat. trouvé. Tu l'as pas trouvé? Non. Une aire de combat inédite. Pourtant, elle est partout. Une aire de combat inédite pour ce pit, enfin pour cet événement. C'est un pit, donc le pit c'est les aires de combat avec les murs qui remontent en biseau, d'accord, pour éviter que les combattants sortent de l'aire de combat et puissent se servir en plus grimper et se servir de ces pentes pour justement faire des techniques un peu différentes. Donc c'est pas bloqué à la cage comme justement un octogone. Mais en tout cas, il y a ce truc qu'on peut quand on continue à travailler et il y a peu de chances de finir dans le public ou de sortir, de devoir se faire remettre au centre et puis après de ressortir et de se remettre au centre, comme c'est le cas justement aujourd'hui avec l'UFC Fight Pass Invitational où ça va souvent dans le décor et puis on doit les remettre au centre à chaque fois. Ça stoppe l'action. Donc le pit est déjà un air de jeu, parce que pour nous on peut dire que c'est un air de jeu qui est déjà très favorable à l'action. Mais là ils l'ont fait en forme d'octogone en fait, comme une baignoire octogonale, tu sais, pour justement faire ces fights-là. Et franchement, ça a de la gueule. Faut dire ce qu'il y a, ça a de la gueule. Ouais. Bah écoute, moi je l'ai pas vu, mais juste sur le pit, c'est vrai que
tous les événements que je regarde qui se passent sur cette surface de combat, je prends beaucoup de plaisir à les regarder. Donc ouais, ça présage du bon, franchement. Et ça colle avec la volonté qu'ils ont affichée de mettre en avant le JJB. Attends, j'essaie de le retrouver. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, et puis j'aime bien là l'idée. Et puis alors tous les combattants qui sont déjà en contrat avec l'UFC, ils ont tous découvert cette nouvelle surface de combat et ils ont tous kiffé. Ils étaient tous impressionnés. Tu sais, Craig Jones, c'est souvent d'ailleurs dans le public quand il y a des UFC Fight Pass Invitational. Et et donc j'ai l'impression quand même, alors c'est pas dit, j'ai pas trouvé l'information, mais qu'il y a un comment dire, Bien. qu'il y a un lien qui se crée Une proximité, ouais. exactement. Tu sais dans le développement, comme si le développement était, tu sais du JJB en fait à l'UFC était un peu comme justement le développement du CGI. Alors je sais Mhm. pas si tu vas le voir, on va zoomer un peu. Mais tu vois un peu l'idée. Ok, oui, Là, t'as les murs qui remontent, mais c'est vraiment en forme octogonale. ok. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Et puis, et en plus, en termes de, tu sais, Dana White, il avait kiffé, en fait, l'idée, il avait kiffé, en fait, l'idée de voir de mettre en place ce pit-là. Parce que, même en termes d'organisation pour filmer, c'est beaucoup plus pratique. Parce que tu peux faire passer les câbles en dessous, parce que le fait de filmer en contre-plongée, tu vois, ça te donne un peu plus de visibilité, parce que en fait, eux, la logistique, c'est surtout les câbles, le câblage des caméras et ce genre de choses. Et en fait, avec cette aire de combat, c'est beaucoup plus simple de pouvoir camoufler les câbles et de faire quelque chose d'esthétique. C'est pour ça qu'il avait adoré cette aire de combat. Cette aire de combat qui vient du karaté combat à la base. Karaté Combat qui avait mis ça en place et ils avaient commencé à organiser des premiers fights en grappling au Karaté Combat, justement. Et Craig Jones, après avoir combattu au Karaté Combat et avoir fait des soumissions extraordinaires en s'appuyant sur ce pit, justement, des Il triangles a où il prend kiffé. appui sur le mur ouais, c'est ouf. Il avait adoré en fait ce truc-là, donc c'est pour ça qu'il avait fait le premier CGI avec le pit. Mais donc c'est cool. Moi, j'avoue que Intéressant. je suis très heureux de voir cette évolution côté jiu-jitsu brésilien, par contre. Ouais, alors moi je regarde moins de jiu-jitsu que toi. Je regarde juste certains fights. Mais je vais jeter un œil. Ça c'est sûr que je vais jeter un œil. En tout cas, ça sera l'occasion de parler un peu plus de la discipline, tu vois, si ça se passe bien et que c'est propre et que tu vois, on puisse suivre justement un peu plus, tu sais, avec des vraies catégories, tu vois, là on parle de 3 catégories, mais tu vois, avec un champion, avec des contenders, avec un classement, avec ce genre de choses, pour pour ceux qui sont plus intéressés pour le côté jiu-jitsu brésilien, je pense que ça pourrait être l'occasion en fait de d'étoffer un peu le en fait le contenu avec ça, tu vois. C'est cool. Tu vois, là au moins on aurait parce que notre problématique c'était toujours, tu sais, tu prends l'IBJJF, en faire un podcast, c'est très compliqué. Tu vois, avec il y a trop de C'est- fights, il faut sélectionner, c'est presque impossible. La DCC c'est cool mais c'est tous les 2 ans, le CGI c'est une fois par an, le WNO et tout ça, bah faut payer le Fight Pass et puis c'est pas toujours évident. Là, pour le coup, enfin le Fight Pass, qu'est-ce que je raconte, le Flow Grap, c'est cher et franchement la plateforme elle est nulle à chier, faut dire ce qui est. Donc là, ça pourrait être enfin quelque chose où on pourrait suivre des combattants de grappling sur quelque chose de carré, de codifié et plus facile à traiter en podcast, en fait, tout simplement. Donc ça serait cool. Bref, vous nous direz ce que vous pensez pour ceux qui suivent le jiu-jitsu brésilien, ce que vous pensez de cette évolution et surtout de l'ère de combat. Moi, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de cette ère de combat du pit octogonal comme ça là, parce que moi franchement j'ai beaucoup aimé. On termine avec on va pas en parler longtemps hein, parce qu'il y a rien à dire particulièrement, mais c'est juste souhaiter un prompt rétablissement à Ben Askren qui a été hospitalisé. Il a développé une pneumonie sévère qui est apparue soudainement. Il est actuellement à l'hôpital et ne réagit à rien pour le moment. Ça, c'est la déclaration de sa femme. Il dit: nous acceptons toutes les prières pour la guérison et la paix. En sachant que elle expliquait aussi qu'ils essayaient de conserver pour leurs enfants une vie plutôt normale et qu'il fallait éviter. Alors, bah, nous, ça nous concerne pas parce qu'on va pas les croiser au coin de la rue, mais de trop parler avec les enfants et de trop aborder de sujets. Enfin, tu vois, ils veulent faire comme si rien n'était.
Mais c'est quand même pas rassurant pour Ben Askren, parce que visiblement ouais, c'est assez complexe, De sa sérieux, ouais. pneumonie, quoi. Ouais. Donc je sais pas grand chose à dire, hein, de toute façon, juste voilà, balancer Ouais. l'info et puis voilà, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été très partie prenante de l'histoire du MMA, qui a été très partie prenante, justement, on parlait de la guerre entre Dana White et certains combattants, parce que lui, il n'était pas à l'UFC À la justement base. parce que il À s'entendait la pas du base, tout, ouais. et puis c'est ça. Et il a quand même réussi à le faire venir à l'UFC parce qu'il y avait eu l'échange avec Demetrius Johnson au One. Donc Ouais. Et puis même s'il a pas brillé plus que ça à l'UFC, même pas du tout, ça reste un combattant qui a fait partie des moments les plus forts de l'UFC, tu vois, avec notamment le KO qui, bah alors, c'est contre lui, tu vois, le KO qu'il prend contre Masvidal. Et puis même, je trouvais très drôle Ben Askren. Enfin, je le trouve très drôle. Je le trouve très drôle. C'est vrai qu'à chaque intervention, il me faisait beaucoup rire. Beaucoup de réparties. Ouais, j'aime bien le personnage. ouais, c'est clair. Puis très atypique, tu sais, dans le physique, tu vois, pas du tout un physique de combattant, plutôt un physique de lutteur grec, mais de l'Antiquité, tu vois, avec sa coupe de cheveux et son nez en pointe, là, tu sais, c'est vraiment, lui, Hmm, c'est le romain ou le grec de l'Antiquité, quoi. c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, espérons que les prochaines infos sur lui seront plus du côté du rétablissement qu'autre chose. En tout cas, voilà, s'il y a d'autres infos, on en reparlera rapidement dans ce podcast. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'actu du moment. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, c'est parfait. Donc, bah, les amis, on vous l'a dit, hein, n'hésitez pas à réagir sur ces actus-là, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles dans toutes les plateformes de podcast, enfin sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, le lien vers Import Fight aussi sera en description avec le code TATAMI10 pour 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!